Le héros se trouve sur son lit de mort après avoir sauvé le monde. On sait déjà que les héros connaissent parfois leur disparition lorsqu'ils sont trahis par quelqu'un en qui ils ont confiance ou tombent dans le piège de l'ennemi. En raison de leur grand pouvoir, ceux qui en ont peur les évitent et les ostracisent. Ce héros a quand même donné sa vie malgré ses défis, son dernier souhait au dieu était de vivre une vie simple comme personne une fois réincarné. Il renaît sous le nom d'Alan, premier-né de la maison ducale de Westfeld, il est brutalement réveillé par son jeune frère qui le traite de grosseur inutile. Leur père l'a convoqué, tandis que les deux traversent le couloir, le jeune frère exprime sa joie que ce jour soit enfin arrivé. Il est surpris que leur père ait eu autant de compassion pour garder Alan à ses côtés, le deuxième-né a l'impression d'avoir souffert jusqu'à présent à cause de cette décision. Alan s'incline devant son père tandis que le duc lui fait remarquer qu'il est resté au niveau 1 depuis sa naissance. Toutes ses valeurs statistiques sont ordinaires et, pour aggraver les choses, il n'a reçu aucun cadeau lors de sa cérémonie de bénédiction. Son père souligne que tous les enfants du monde reçoivent un cadeau des dieux en signe de leur faveur, donc le lui refuser est exceptionnellement terrible, cela ressemble à de la purée 2.0. Le duc espère que même un imbécile comme Alan comprend à quel point sa situation est mauvaise. Il est plus que décevant étant donné qu'il est censé être l'héritier de la famille Westfeld. Son échec souille et fait honte à leur grande maison, sur cette base il est officiellement excommunié de la famille. Le gars est expulsé avec seulement les vêtements sur son dos et son épée, Alan voit cela comme une liberté et est surpris de se réincarner en fils d'un duc aussi horrible. Cependant, il peut enfin trouver son chemin et rechercher la paix dont il avait tant désiré dans sa vie antérieure. Alan a entendu dire que les zones frontalières à l'est du territoire de son ex-famille sont calmes, il est sûr de pouvoir y vivre sa vie simple et sans problème. Ce sera un contraste complet avec son dernier où tout le monde avait peur de lui. Après avoir péché, il avance jusqu'à ce qu'il ait l'impression d'avoir marché suffisamment loin pour commencer à chercher un bon endroit pour s'installer. En reconnaissance, il aperçoit une situation désastreuse au loin, Béatrice lutte pour repousser une meute de loups d'argile qui ne cesse de se régénérer lorsqu'elle les bête. Cela ressemble à un cauchemar pour Tano. Le chevalier n'a jamais vu de tels monstres auparavant, elle craint que si cela continue, il puisse manger Lady Lys pour le dîner qu'elle a juré de protéger. La dame appelle son garde avec inquiétude, Béatrice lui dit de fuir pendant qu'elle retient les monstres. Lys refuse de le faire, tandis qu'Alan utilise ses pouvoirs oculaires et identifie la demoiselle en détresse comme étant Lys qui est la première princesse du royaume d'Adoastella. Il se demande ce qu'un royal fait dans ce coin perdu. Cela déclenche un flashback sur leur jeunesse, alors qu'en tant que membre de la classe élite, ils se rencontraient fréquemment lors de fêtes. Lors d'une de ces nuits, elle a entendu des nobles parler de l'inutilité d'Alan et de la façon dont son échec était devenu si légendaire que tout le monde en parlait. Il ne pouvait pas croire qu'un tel lâche était l'héritier d'une importante maison ducale du royaume, ces nobles se sentaient simplement désolés pour son père, puisqu'il venait tout juste de perdre sa femme à l'époque. Lys a exigé qu'ils s'excusent auprès d'Alan pour leurs commentaires désagréables, cela a surpris tout le monde à la fête, la dame leur a fait savoir qu'Alan était parfaitement digne d'éloge et n'était pas un échec. De retour au présent, Alan aurait préféré ne pas utiliser ses pouvoirs de sa dernière vie devant qui que ce soit. Mais si quelqu'un qui a cru en lui est en difficulté, il ne peut pas rester les bras croisés et ne rien faire, et les filles sont dans un état de délire profond parce que Béatrice vient d'être désarmée et grièvement blessée. Alan serre son épée et active ses pieds éclairs et se précipite vers le danger à une vitesse vertigineuse comme si son prénom était Barry. Pendant ce temps, la princesse assure sa garde de longue date alors que les loups d'argile se rapprochent. Avec sa disparition la regardant en face, la seule personne qui lui vient à l'esprit est Alan, alors elle l'appelle par son nom. Elle ferme les yeux, prête à accepter sa mort, mais elle ne vient pas, et elle entend la voix d'Alan alors qu'il dit qu'il a entendu quelqu'un l'appeler par son nom. Elle ouvre les yeux pour voir le garçon tenant l'un des loups comme je tiens la vieille voix de Sama, il donne des coups de pied aux autres qui tentent d'attaquer. La princesse se demande ce qu'il fait dans les environs, il lui assure qu'ils discuteront des détails plus tard. Le gars utilise ses yeux divins pour analyser les créatures devant lui, il localise leur noyau et fait pleuvoir une pluie d'épées qui frappe leurs points faibles et tout le reste, parle d'exagération. Lys s'étonne un instant de sa puissance, mais son attention revient rapidement sur Béatrice, le chevalier ne pense pas qu'elle va y arriver, alors la dame se met à pleurer. Béatrice remercie Alan d'avoir sauvé la dame, mais le garçon arrête un instant ses louanges pour panser ses blessures. L'ancienne héroïne soigne ses blessures et restaure son armure brisée, elle se lève choquée de voir une blessure aussi grave disparaître sans laisser de traces. Les filles sont étonnées et demandent à Alan quel est ce pouvoir, il essaie de trouver une excuse car il ne peut pas leur dire que c'est un pouvoir qu'il a hérité de sa dernière vie. Les dames spéculent simplement qu'il pourrait s'agir d'un don de rang dont l'Église ignore l'existence. Alan accepte cette explication, mais il veut savoir ce que fait la première princesse du royaume dans les régions frontalières. Lys explique comment elle a reçu la révélation divine l'autre jour, ce sont des prophéties des dieux données par le don d'une personne. À cette occasion, aucune information précise ne leur fut communiquée, ils furent guidés en direction du village de Cloum dans les régions frontalières afin d'éviter le malheur. Malheureusement,
Ils ont été soudainement attaqués par ces monstres et sans Alan, ils auraient été de la nourriture pour monstres. Le gars essaie de minimiser son exploit. La princesse lui pose la même question, le gars passe mieux la question que Mayweather en esquivant un coup. Il commande qu'il ne devrait pas rester assis dans un tel endroit, le noble banni suggère qu'ils continuent leur conversation dans le chariot. Il montre la polyvalence de son sort de guérison lorsqu'il répare le chariot et fait revivre le cheval vaincu. À mesure qu'il se déplace, il explique comment sa famille l'a chassé. La princesse n'arrive pas à croire à quel point les Westfeldt sont cruels. Alan leur dit qu'il voyage à travers les terres désolées pour le moment. Il est surpris que Lise ne veuille pas le dénoncer au royaume car les pouvoirs qu'il vient de démontrer seraient extrêmement utiles à l'État. Béatrice convient que le renvoyer dans la maison de Westfeldt sera la meilleure chose à faire si l'on pense à l'intérêt du royaume. Lise va faire passer son ami avant le royaume, elle est sûre que cela la rend inapte à faire partie de la royauté. Elle pense que c'est mal de la part du royaume de survivre au détriment de la vie de quelqu'un. Alan est touché d'entendre cela et la remercie de ne pas l'avoir dénoncé. Ils finissent par arriver au village et trouvent l'endroit trop calme. Béatrice se demande même si quelqu'un y habite. Alan réfute la théorie selon laquelle des monstres ont attaqué l'endroit, le laissant tomber en ruine. Il ne sent aucune présence de bêtes dans les environs. Le chevalier a remarqué qu'ils n'ont été attaqués par aucune créature depuis qu'il les a rejoints. Le noble banni suggère que les créatures ont peur de quelque chose et évitent le village. Au fur et à mesure qu'ils avancent dans la colonie, la princesse aperçoit quelques habitants, ils se sont tous rassemblés pour une raison quelconque, c'est pourquoi l'endroit semble abandonné. À mesure qu'ils se rapprochent, Akira est poussé hors de la résidence du chef, celui-ci lui fait savoir qu'il n'a plus rien à lui dire. Dès que Lise la voit, elle est certaine qu'Akira est la lumière dont parle la prophétie. La princesse la connaît même par son nom, mais Akira ne la reconnaît pas. Cela agace Lise qui révèle son nom. La princesse rappelle à Akira son voyage dans la capitale royale et comment elle lui a fait visiter le palais et partager les repas avec elle. La fille s'en souvient et s'excuse parce qu'elle est mauvaise avec les noms. Lise avait l'impression qu'elle l'avait complètement oublié. Alan est un peu confus par ce que la princesse entend par lumière. Béatrice demande au noble banni s'il a déjà entendu parler du cadeau appelé bravet. Il s'agit d'un don spécial accordé à une personne au cours d'une génération et qui confère le pouvoir de 1000 guerriers. C'est sans doute le cadeau le plus puissant, et son porteur est également connu sous le nom de héros. Akira est actuellement celle qui a reçu la compétence bravet. La révélation de Lise a proclamé qu'elle deviendrait un guide pour la lumière et dissiperait les ténèbres. Alan l'interprète comme si la princesse devait sauver le héros. Akira reste là tranquillement mais son estomac réclame de la nourriture alors qu'il grogne. Il se dirige vers une auberge pour prendre un repas. Le héros révèle qu'elle chasse actuellement un dragon. Akira était en voyage lorsqu'elle a croisé un enfant. L'enfant a expliqué qu'elle avait failli être donnée en sacrifice au dragon qui vivait dans les montagnes, mais elle a fait les 10 orteils et s'est enfuie. Akira est venu chercher des détails auprès du chef du village, et ils ont tous vu le résultat de cette conversation. Le chef a refusé de parler et lui a dit de se tenir à l'écart de la situation. La princesse suppose que les villageois ont été menacés par le dragon et contraints d'offrir un sacrifice. Alan soupçonne que les villageois offrent de manière plutôt proactive un sacrifice au dragon pour recevoir sa protection. Les attaques de monstres sont une question de vie ou de mort pour les petits villages comme celui-ci. Cela explique le nombre anormalement faible de monstres dans la zone. Les créatures ont trop peur du dragon, donc elles ne s'approchent pas. Akira pense que c'est l'explication la plus raisonnable basée sur la réaction du chef. Le héros a le sentiment que ce type de scénario n'est pas étranger à ses terres. Elle informe le trio qu'elle a caché l'enfant dans une grotte à proximité jusqu'à ce qu'il règle les choses. Le héros craignait que les villageois ne lui fassent quelque chose si elle la ramenait. Maintenant que son ventre est plein, Akira n'a plus rien à faire dans ce village, alors elle révèle son intention de vaincre le dragon. Elle leur permet de la rejoindre s'ils le souhaitent. Le héros fait savoir à Alan que l'enfant a plaidé pour être sauvé donc elle va éliminer le dragon même si les villageois ne le soutiennent pas. Lise a l'intention de la suivre parce qu'elle le veut et promet de ne pas être un obstacle. Alan ne pense pas pouvoir vivre heureux en sachant que ses amis sont en danger, alors il les rejoint également. Il fait un petit clin d'œil popstar à la princesse qui l'a fait rougir. Le groupe atteint plus tard le pied de la montagne. Il s'arrête pour revoir le plan. Le héros compte affronter le dragon de front tandis que les autres font le tour du dos pour une attaque en tenaille. Alan pense que ce serait mieux s'il prenait le devant, mais Akira refuse parce qu'elle a le sentiment qu'il battrait le dragon seul. Il lui fait un sourire complice, ayant l'impression que le héros le surestime, mais elle lui fait savoir qu'elle peut dire qu'il n'est pas ordinaire. Akira exprime même son désir de s'entraîner avec lui, mais vaincre le dragon passe en premier. Alan accepte de faire quelques tours avec elle quand ils auront fini de vaincre le monstre. Le héros se précipite, impatient d'anéantir le dragon avant d'y arriver, tandis qu'il lutte pour gravir la montagne. Akira est déjà au sommet. Alan soupçonne que son ancienne famille est liée au dragon. Le village de Cloum a probablement été construit dans le but d'offrir un sacrifice. La maison Westfeldt emprunte le pouvoir du dragon pour aider à maintenir la paix dans les régions frontalières. Une colonne de feu jaillit dans le ciel signalant que la bataille entre le héros et le monstre a commencé.
Akira esquive l'attaque et contre-attaque d'un coup de foudre, elle est surprise de voir le monstre toujours debout. Le dragon éclate de rire et demande au héros si elle est venue jouer, Akira s'offusque de cette question et se prépare à attaquer. Le dragon montre la fille allongée près de lui, la créature avoue avoir volontairement laissé la fille partir. Il n'a pas besoin de dévorer ses sacrifices, il veut juste voir le désespoir sur leur visage, puisqu'il vit longtemps, cela l'aide à apaiser son ennui. Il n'aurait jamais imaginé que laisser un sacrifice s'échapper apporterait un divertissement aussi délicieux, entendre cela met Akira en colère qui attaque avec toute sa puissance, mais cela ne fait pas de mal. L'ancienne créature espère qu'elle n'était pas sérieuse avec cette attaque et l'écrase avec sa queue comme si c'était une mouche agaçante. Le héros est incapable de bouger après cette attaque, le dragon la taquine pour ses compétences pathétiques à l'épée, Akira ne peut pas croire qu'il y ait une telle différence dans leur force. Le dragon s'envole pour l'achever avec une explosion de feu, mais Alan arrive comme un véritable héros et coupe l'aile de la créature, la faisant s'écraser. Il laisse les autres s'occuper d'Akira et de la jeune fille tandis que le dragon les charge, il l'arrête avec un puissant coup à la surprise de la créature, car sa lame semble émoussée. Alan dit à la bête qu'il l'aime plutôt, le dragon révèle qu'il est censé être ce qui se rapproche le plus d'un dieu. Il est connu comme le roi dragon rouge, donc un simple humain ne devrait pas pouvoir le blesser. Alan fait son analyse et conclut que le dragon est fort avec un pouvoir qui est d'une classe supérieure aux autres. Grâce à Akira, il a pu rassembler de nombreuses informations sur la créature et est convaincu qu'il peut éliminer le dragon avec son pouvoir de fin du monde. Il refuse de gâcher l'opportunité que lui donne le héros, le roi dragon tente d'utiliser les dames comme boucliers humains. Cependant, la princesse lui lance un regard confiant pour poursuivre son assaut. Alan se précipite avec confiance que les choses sont différentes dans cette vie, il frappe la créature avec une compétence ultime qui la fait exploser et dégage le ciel. Le dragon dit qu'ils ne l'ont pas prévenu d'un tel ennemi, des morceaux du dragon tombent comme des confettis. C'est loin d'être la vie paisible qu'il recherchait, mais si quelqu'un qui croit en lui est en difficulté, alors ce serait peut-être bien pour lui de faire un petit détour pour le moment. Les visages joyeux de chacun après avoir traversé cette épreuve en valent la peine. Elle se souvient avec quelle diligence Vanessa travaillait sur ses lames, même en ignorant les pitreries de Noël tout au long du processus, mais le résultat était toujours époustouflant. Alan lui dit sans détour qu'il n'a aucune raison de détruire le monstre, puisqu'il s'occupe de ses propres affaires en dormant loin des établissements humains. Il ne sait pas d'où vient la source de son animosité envers la créature, mais il n'a pas l'intention de se venger. Noël lui arrache la lame, et court vers le monstre pour l'attaquer, le noble banni lui conseille de ne pas le faire. Elle s'arrête net alors qu'il révèle que la créature devant eux est un fanrire et qu'elle a érigé une barrière qui annulera tout assaut en dessous d'un certain niveau. Seules les armes du plus haut calibre, comme une épée sacrée, pouvaient le percer. Alan lui dit que sa lame ne laissera pas une seule égratignure sur le fanrire lorsqu'elle essaiera de prétendre que sa lame est une épée sacrée. Il peut voir qu'elle est déjà consciente qu'elle n'a encore rien fabriqué qui surpasse ses lames de haut niveau. Le gars n'a pas l'intention de l'arrêter si elle veut abattre la bête, il le montre en s'éloignant. Noël serre simplement sa lame tout en regardant la créature endormie paisiblement. Alan rapporte plus tard ce qu'ils ont trouvé au fond de la forêt à Lise et Béatrice. Il est sûr que quelqu'un a amené le fanrire sur place parce qu'il était masqué par le pouvoir qu'il a dissipé. Le noble banni a une idée de ce que pourrait rechercher le coupable, mais il n'a pas encore de preuves concrètes. Les dames sont surprises quand il leur demande si elles se sont occupées de leurs affaires secrètes, ils soupçonnaient déjà que l'épée n'était pas la seule raison pour laquelle elles sont venues en ville. Il révèle que l'un des généraux les plus puissants du royaume, Cyril, a été assassiné il y a 3 mois. Les motivations du coupable sont inconnues, cependant, ils lui ont pris la tête en s'échappant. Une multitude de cadeaux ont été utilisés pour enquêter sur les lieux, mais aucune preuve n'a été laissée. Alan sait déjà que cela signifie qu'un démon était probablement l'auteur du crime, car leurs pouvoirs sont encore inconnus des humains. Il est très étrange qu'un démon assassine un fonctionnaire car il est indifférent aux conflits politiques humains. Béatrice est sûre que quelqu'un s'est associé au démon et exploite ce pouvoir inconnu pour faire son sale boulot. Lise avoue qu'ils sont venus à Granholm pour chercher des indices car c'est un mélange de différents types de personnes. Alan les informe qu'il a rencontré quelqu'un de suspect à la grande surprise de la dame. Pendant ce temps, Mylène vient vérifier le fanrire et ne sait pas comment la cape a été brisée. Elle peut sentir que le pouvoir responsable venait d'Alan, ce qui la laisse encore plus perplexe car selon Horace, le gars est censé être faible. Elle informe le vieil homme qu'il n'y a aucun problème à signaler alors celui-ci donne l'ordre de prendre les têtes de la princesse et de Noël. Mylène pousse un cri de protestation, mais Horace la ramène sous son contrôle en activant son don de subordination. Pendant ce temps, Noël travaille de manière obsessionnelle à affiner la lame à un niveau qui pourrait porter un coup au fanrire sur la base des suggestions d'Alan. Avant de lui donner l'information, il lui a demandé de ne rien faire d'imprudent, ce qu'elle a accepté. Alors qu'elle façonne la nouvelle lame, l'elfe a un flashback de la nuit où Vanessa a perdu la vie. Horace a attaqué le forgeron parce que son talent exceptionnel pourrait un jour produire des lames qui pourraient rivaliser avec les épées sacrées. Ses employeurs ne voulaient pas de ça,
une jeune Noël a regardé l'arme de son maître se briser contre le Fenrir, menant à sa défaite. La créature tourna alors son regard vers Noël, mais Akira passait par là et l'arrêta avec des coups de foudre et d'épée. Horace se retira avec son animal de compagnie, le héros tenta de soigner les blessures de l'elfe, mais elle la repoussa en se demandant pourquoi la lame de son maître se brisa contre le monstre alors que celle d'Akira ne le fit pas. Le héros est resté là pendant que Noël pleurait sur le corps de son maître car elle sentait qu'il n'était pas juste que tout le travail acharné de Vanessa ne porte pas ses fruits. Le flashback se termine lorsque l'elfe se réveille le lendemain, son corps se sent léger et rajeuni. Elle vérifie à l'extérieur en se demandant si Lise l'a guéri. Nous apprenons que c'était le travail manuel d'Alan car il craignait qu'elle travaille trop dur. Après quelques coups de marteau, Noël a enfin l'impression que la lame est prête. Elle entre dans la forêt avec l'épée pour l'utiliser sur le Fenrir, mais elle est repoussée par la créature lorsqu'elle porte un coup. Cette activité incite Horace à arriver, il est impressionné qu'elle puisse se tenir debout après avoir reçu ce coup. L'elfe se précipite pour une autre attaque mais le Fenrir esquive et contre-attaque d'un coup de patte. Avant que le monstre ne la mange, le vieil homme lui demande de le servir car elle possède un pouvoir spécial appelé Gramsight. C'est l'un des 5 dons innés au monde, donc il pense que ce serait du gaspillage pour elle de devenir une nourriture pour chien. Tout en essayant de la convaincre à quel point il est un bon patron, le criminel révèle que ce sont eux qui ont détruit la patrie de Mylène. Noël préférerait faire face à sa disparition plutôt que de devenir sa servante. Il espérait qu'elle ferait un choix plus intelligent, mais l'elfe lui fait savoir qu'elle le maudirait depuis l'autre monde. Horace ordonne au Fenrir de l'éliminer, mais Alan récupère la lame et repousse l'attaque de la créature. Il s'excuse d'être arrivé en retard mais je pense que le gars adore ses entrées héroïques, le vieux avoue qu'il a sous-estimé les capacités d'Alan. Cependant, il estime que le noble banni devrait plutôt veiller sur la princesse, faisant allusion à la tentative d'assassinat de Mylène. Les choses passent à l'Amazone qui a réussi à accéder à la chambre de Lise grâce à son camouflage. Elle tire le drap pour trouver des oreillers bien disposés qui ont la forme d'un humain. Alan leur a déjà fait prendre conscience du danger, Lise et Béatrice lui révèlent qu'ils sont conscients de sa présence ce qui l'oblige à se rendre visible. La dame chevalier ne perd pas de temps et attaque, la princesse lui demande d'arrêter ce qui donne à Mylène une chance de l'assommer. L'Amazonesse entre pour exécuter la princesse mais sa conscience se bat pour l'empêcher de le faire, et Lise peut le voir. Cette hésitation permet à Béatrice de se redresser et de l'assommer. Alan utilise l'un de ses pouvoirs pour confirmer que la tentative d'assassinat a échoué, Horace refuse de le croire et l'ex-héros n'est pas intéressé à essayer de le convaincre du contraire. Le vieil homme a toujours l'impression de contrôler la situation et est convaincu qu'il va gagner puisque ses adversaires ont besoin d'une épée sacrée pour infliger des dégâts à son animal de compagnie. Le monstre arrive pour les achever mais Alan l'abat et Horace se retire dans le style incrédule de Toby. Le noble banni ramène Noël au village, il n'est pas surpris qu'elle dorme étant donné à quel point elle a travaillé dur sur la lame. Ils sont accueillis par la princesse qui est soulagée de les voir en sécurité, Noël se réveille et se met en colère contre Alan pour être venu la chercher sans sa permission. Elle exige qu'il la dépose, ce qu'il fait, ils entrent à l'intérieur pour décider quoi faire de Mylène. Elle a repris conscience et a déjà été libérée des effets du don de subordination d'Horace. L'Amazone refuse toujours de parler, Béatrice propose de l'envoyer dans la capitale pour y être jugée pour ses actes. La princesse ne pense pas qu'elle soit une mauvaise personne car les attaques n'étaient pas de son plein gré et elle est sûre que quelqu'un attend son retour chez elle. Mylène révèle qu'elle n'a nulle part où aller car ils l'ont incendiée. Cela amène Noël à se souvenir de son passé alors elle décide de libérer Mylène afin qu'ils puissent vivre ensemble. L'elfe promet au trio qu'elle gardera un œil sur elle, une fois cela réglé, Alan sort et lance une attaque qui se concentre sur Horace. Un démon apparaît et profite de cette opportunité pour éliminer le vieil homme. Quand Alan arrive, il comprend que le véritable ennemi l'a atteint en premier. L'ancien héros avait hâte de l'interroger. Pendant ce temps, chez Westfeldt, le démon apparaît devant le duc pour l'informer qu'Horace a été emmené avant qu'il ne puisse divulguer la moindre information. Le père d'Alan est heureux d'entendre cela, Brett n'est pas impressionné par la production du démon jusqu'à présent, révélant que c'est lui qui a pris la tête du général Cyril. Le diable fait savoir aux nobles qu'ils s'occuperont de la sainte et de l'elfe, le duc a l'intention de s'occuper du héros et de l'archevêque. Ber se porte volontaire pour s'occuper du pasteur en déclarant qu'il n'est pas comme son frère aîné inutile. Le trio continue de recueillir des informations à Granholm mais ne trouve aucune nouvelle piste. Noël se souvient qu'un de ses clients réguliers lui parlait d'un village où apparaît un fantôme de la famille royale, et il en veut à la monarchie de son oppression. Entendre que l'esprit porte une armure d'argent recouverte de résidus rouges attire l'attention de Lise, alors elle suggère qu'il visite le village. Béatrice a peur de partir après avoir appris que des fantômes sont impliqués, mais elle essaie de minimiser l'affaire lorsque Noël et Mylène la taquinent. Alan pense également qu'il devrait enquêter car il est possible que cela soit l'œuvre d'un démon qui sait comment élever le défunt. Le groupe arrive plus tard dans le village apparemment paisible, et certains habitants les saluent lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont nouveaux dans le village. Les habitants confirment leur préparation pour une célébration appelée Fête des Esprits du Retour,
C'est un rituel annuel où ils accueillent les esprits de leurs ancêtres décédés. Béatrice devient alerte en entendant cela, mais il lui fait savoir qu'il s'habille simplement en fantôme et danse toute la nuit. Lise va droit au but et leur pose des questions sur le chevalier à l'armure d'argent, mais il ne semble pas savoir de quoi il parle et s'excuse de ne pas avoir été utile. Alan remarque quelque chose d'étrange chez les villageois et se souvient que Noël a mentionné qu'il y avait un cimetière dans la colonie. Alors que le groupe traverse le cimetière, Alan ne pense pas que quelque chose de surnaturel va apparaître. Ils sont surpris lorsqu'un des villageois apparaît à proximité, il les escorte jusqu'à la maison du chef du village. L'habitant leur dit qu'il est la personne la plus compétente du village et le chef les accueille. Ils discutent des rumeurs autour d'une tasse de thé et le chef révèle qu'il n'a pas encore reçu de rapport sur ce chevalier d'argent et leur assure que l'endroit est paisible. Il leur demande de passer la nuit et d'assister au festival pour une enquête plus approfondie, alors le noble banni accepte l'offre. Cette nuit-là, Lise fait un flashback en rêvant de son oncle qu'elle aimait tellement qu'elle le voyait comme un deuxième père, il était venu la voir avant de partir en expédition. La jeune princesse s'est inquiétée mais il lui a assuré qu'il reviendrait sain et sauf et lui a dit combien il est important de croire aux gens dans toutes les situations. Ces flashbacks sont revenus plus tard, lorsque des monstres ont attaqué leur convoi, son oncle a été grièvement blessé et est tombé de la falaise en essayant de la protéger. Elle se réveille en pensant à son oncle et entend un bruit extérieur qui attire son attention. La princesse regarde dehors et le trouve debout, elle court après lui en l'appelant mais il l'ignore. Lise est conduite au cimetière où elle est prise en embuscade par des zombies. Il s'avère qu'elle était dans un autre rêve lorsqu'elle se réveille en criant. Alan est déjà à ses côtés alors elle le serre dans ses bras pour plus de réconfort. Le lendemain soir marque le début du festival donc les résidents s'habillent et se dirigent vers le feu de joie pour danser. Au fil de la fête, Béatrice révèle à quel point la célébration des morts est tabou dans leur royaume. Elle est prête à l'ignorer parce que cela ne pose de problème à personne. Alan ne ressent rien d'anormal, mais il a conclu quelque chose sur le village, l'un des habitants les encourage à se joindre à la fête. La dame chevalier et le noble banni se mettent en marche après avoir vérifié quelque chose avec son pouvoir oculaire, la princesse décide de se reposer. Alors qu'elle est seule, elle repère le chevalier en armure d'argent dans la foule et le poursuit. Il s'arrête lorsqu'il la tire au fond de la forêt et lui dit qu'il était dangereux pour elle de venir seule. Elle est sûre que tout va bien puisqu'il est là. Lise veut savoir ce qu'il a fait toutes ces années. Ils l'ont recherché au pied de la falaise mais n'ont pas pu retrouver son corps, elle a toujours cru qu'il avait survécu. Son oncle révèle qu'il en veut à la famille royale depuis tout ce temps, il s'est caché pour pouvoir se venger. Il lâche la bombe selon laquelle le roi essaie de l'éliminer, la princesse ne comprend pas pourquoi son père voudrait lui faire du mal. L'oncle déclare que le roi cible ceux qui possèdent des dons innés, cela inclut la compétence bravée d'Akira. Noël est également une cible puisque son don lui donne la capacité de créer des armes sans précédent. Le général Cyril est également ciblé car son pouvoir lui donne la compétence de doubler la force des soldats de son armée. L'archevêque est également sur la liste car son talent lui permet de lire n'importe quel autre don, et enfin Lise qui a le pouvoir de la sainte. Ce sont des pouvoirs qui ont le potentiel de détruire le royaume et leurs détenteurs sont connus comme des marionnettes des dieux. Son oncle révèle que le roi se sent menacé par ses pouvoirs et souhaite qu'ils soient tous éradiqués. Le chevalier d'argent fait savoir à la princesse qu'il veut la sauver afin qu'elle puisse le rejoindre et le vaincre. Lise ne peut pas participer parce qu'elle a l'impression qu'ils peuvent parler à son père et parvenir à un accord. Elle lui rappelle sa parole selon laquelle il faut croire aux gens. Son oncle montre sa véritable intention et l'attaque, mais Alan bloque l'attaque, le noble banni brise le sort contrôlant le chevalier d'argent. L'oncle reprend conscience et informe Lise qu'il a déjà rencontré sa disparition et se sent coupable de l'avoir attaqué. Il leur dit que ce n'est pas le roi qui veut éliminer les dons innés, mais les démons. Il était contrôlé par un seul, même si sa rancune contre la lignée royale est réelle. Les gens chuchotaient à l'oreille de son frère aîné pour creuser un fossé entre eux, c'est pourquoi il est parti pour trouver une nouvelle voie en tant que vice-capitaine de leur premier escadron de chevaliers. Lise était la seule chose qui a apporté la paix dans sa vie, il n'a pas beaucoup de temps avant la fin du sort. Il demande à Alan de protéger la princesse, ce qu'il accepte, sa dernière demande est de s'entraîner avec l'ancien héros. Lise essaie de protester contre la bagarre, mais Alan dit à son oncle qu'il veut le tester pour s'assurer qu'il peut prendre soin d'elle en son absence. Les deux s'affrontent et le héros banni est le vainqueur, la princesse tient son oncle dans ses bras qui lui conseille de trouver le bonheur. Elle pleure alors que la vie quitte son corps, il retourne au village où la fête est terminée. Le chef du village confronte Alan lorsqu'il soupçonne que le gars a découvert son secret. Alan révèle qu'il savait depuis le début que le village était composé de défunts et que le chef les contrôlait. Il ne voulait pas intervenir car l'endroit semble paisible, le chef du village se demande s'il penserait la même chose si Alan savait qu'il est un démon. Le gars ne suppose pas que tous les démons sont mauvais simplement à cause de ce qu'ils sont, le chef montre qu'il est mauvais en attaquant Alan, mais le gars abat les zombies invoqués et le démon. La créature maléfique laisse tomber une pierre après sa disparition, qu'Alan ramasse, tandis que le démon principal rapporte son échec au duc.
Brett est en colère mais son père le vérifie en disant que Liz ne peut pas interférer avec leur plan étant donné le stade où il est atteint. Brett révèle qu'il a réussi à éliminer l'archevêque et pendant cet intervalle, le trio quitte le village. Dans la voiture, Alan inspecte la pierre et conclut que les pouvoirs de son jeune frère s'y trouvent. Il révèle que la seule partie du corps de l'oncle qui lui appartenait était la tête. Il commence à voir un motif lorsqu'il remarque que la tête du général a également été prise lors de son extermination. Liz reçoit un appel soudain l'informant que le général Cyril est de retour. Elle se souvient avec quelle diligence Vanessa travaillait sur ses lames, même en ignorant les pitreries de Noël tout au long du processus, mais le résultat était toujours époustouflant. Alan lui dit sans détour qu'il n'a aucune raison de détruire le monstre, puisqu'il s'occupe de ses propres affaires en dormant loin des établissements humains. Il ne sait pas d'où vient la source de son animosité envers la créature, mais il n'a pas l'intention de se venger. Noël lui arrache la lame, et court vers le monstre pour l'attaquer. Le noble banni lui conseille de ne pas le faire. Elle s'arrête net alors qu'il révèle que la créature devant eux est un fanrire et qu'elle a érigé une barrière qui annulera tout assaut en dessous d'un certain niveau. Seules les armes du plus haut calibre, comme une épée sacrée, pouvaient le percer. Alan lui dit que sa lame ne laissera pas une seule égratignure sur le fanrire lorsqu'elle essaiera de prétendre que sa lame est une épée sacrée. Il peut voir qu'elle est déjà consciente qu'elle n'a encore rien fabriqué qui surpasse ses lames de haut niveau. Le gars n'a pas l'intention de l'arrêter si elle veut abattre la bête, il le montre en s'éloignant. Noël serre simplement sa lame tout en regardant la créature endormie paisiblement. Alan rapporte plus tard ce qu'ils ont trouvé au fond de la forêt à Liz et Béatrice. Il est sûr que quelqu'un a amené le fanrire sur place parce qu'il était masqué par le pouvoir qu'il a dissipé. Le noble banni a une idée de ce que pourrait rechercher le coupable, mais il n'a pas encore de preuves concrètes. Les dames sont surprises quand il leur demande si elles se sont occupées de leurs affaires secrètes. Ils soupçonnaient déjà que l'épée n'était pas la seule raison pour laquelle elles sont venues en ville. Il révèle que l'un des généraux les plus puissants du royaume, Cyril, a été assassiné il y a 3 mois. Les motivations du coupable sont inconnues, cependant, ils lui ont pris la tête en s'échappant. Une multitude de cadeaux ont été utilisés pour enquêter sur les lieux, mais aucune preuve n'a été laissée. Alan sait déjà que cela signifie qu'un démon était probablement l'auteur du crime, car leurs pouvoirs sont encore inconnus des humains. Il est très étrange qu'un démon assassine un fonctionnaire car il est indifférent au conflit politique humain. Béatrice est sûre que quelqu'un s'est associé au démon et exploite ce pouvoir inconnu pour faire son sale boulot. Liz avoue qu'ils sont venus à Granholm pour chercher des indices car c'est un mélange de différents types de personnes. Alan les informe qu'il a rencontré quelqu'un de suspect à la grande surprise de la dame. Pendant ce temps, Mylène vient vérifier le fanrire et ne sait pas comment la cape a été brisée. Elle peut sentir que le pouvoir responsable venait d'Alan, ce qui la laisse encore plus perplexe car selon Horace, le gars est censé être faible. Elle informe le vieil homme qu'il n'y a aucun problème à signaler alors celui-ci donne l'ordre de prendre les têtes de la princesse et de Noël. Mylène pousse un cri de protestation, mais Horace la ramène sous son contrôle en activant son don de subordination. Pendant ce temps, Noël travaille de manière obsessionnelle à affiner la lame à un niveau qui pourrait porter un coup au fanrire sur la base des suggestions d'Alan. Avant de lui donner l'information, il lui a demandé de ne rien faire d'imprudent, ce qu'elle a accepté. Alors qu'elle façonne la nouvelle lame, l'elfe a un flashback de la nuit où Vanessa a perdu la vie. Horace a attaqué le forgeron parce que son talent exceptionnel pourrait un jour produire des lames qui pourraient rivaliser avec les épées sacrées. Ses employeurs ne voulaient pas de ça. Une jeune Noël a regardé l'arme de son maître se briser contre le fanrire, menant à sa défaite. La créature tourna alors son regard vers Noël, mais Akira passait par là et l'arrêta avec des coups de foudre et d'épée. Horace se retira avec son animal de compagnie, le héros tenta de soigner les blessures de l'elfe, mais elle la repoussa en se demandant pourquoi la lame de son maître se brisa contre le monstre alors que celle d'Akira ne le fit pas. Le héros est resté là pendant que Noël pleurait sur le corps de son maître car elle sentait qu'il n'était pas juste que tout le travail acharné de Vanessa ne porte pas ses fruits. Le flashback se termine lorsque l'elfe se réveille le lendemain, son corps se sent léger et rajeuni. Elle vérifie à l'extérieur en se demandant si Liz l'a guéri. Nous apprenons que c'était le travail manuel d'Alan car il craignait qu'elle travaille trop dur. Après quelques coups de marteau, Noël a enfin l'impression que la lame est prête. Elle entre dans la forêt avec l'épée pour l'utiliser sur le fanrire, mais elle est repoussée par la créature lorsqu'elle porte un coup. Cette activité incite Horace à arriver, il est impressionné qu'elle puisse se tenir debout après avoir reçu ce coup. L'elfe se précipite pour une autre attaque mais le fanrire esquive et contre-attaque d'un coup de patte. Avant que le monstre ne la mange, le vieil homme lui demande de le servir car elle possède un pouvoir spécial appelé Gramsight. C'est l'un des 5 dons innés au monde, donc il pense que ce serait du gaspillage pour elle de devenir une nourriture pour chien. Tout en essayant de la convaincre à quel point il est un bon patron, le criminel révèle que ce sont eux qui ont détruit la patrie de Mylène. Noël préférerait faire face à sa disparition plutôt que de devenir sa servante. Il espérait qu'elle ferait un choix plus intelligent, mais l'elfe lui fait savoir qu'elle le maudirait depuis l'autre monde. Horace ordonne au fanrire de l'éliminer, mais Alan récupère la lame et repousse l'attaque de la créature.
Il s'excuse d'être arrivé en retard mais je pense que le gars adore ses entrées héroïques. Le vieux avoue qu'il a sous-estimé les capacités d'Alan. Cependant, il estime que le noble banni devrait plutôt veiller sur la princesse, faisant allusion à la tentative d'assassinat de Mylène. Les choses passent à l'Amazone qui a réussi à accéder à la chambre de Lise grâce à son camouflage. Elle tire le drap pour trouver des oreillers bien disposés qui ont la forme d'un humain. Alan leur a déjà fait prendre conscience du danger. Lise et Béatrice lui révèlent qu'ils sont conscients de sa présence, ce qui l'oblige à se rendre visible. La dame chevalier ne perd pas de temps et attaque. La princesse lui demande d'arrêter, ce qui donne à Mylène une chance de l'assommer. L'Amazonesse entre pour exécuter la princesse mais sa conscience se bat pour l'empêcher de le faire, et Lise peut le voir. Cette hésitation permet à Béatrice de se redresser et de l'assommer. Alan utilise l'un de ses pouvoirs pour confirmer que la tentative d'assassinat a échoué. Horace refuse de le croire et l'ex-héros n'est pas intéressé à essayer de le convaincre du contraire. Le vieil homme a toujours l'impression de contrôler la situation et est convaincu qu'il va gagner puisque ses adversaires ont besoin d'une épée sacrée pour infliger des dégâts à son animal de compagnie. Le monstre arrive pour les achever mais Alan l'abat et Horace se retire dans le style incrédule de Toby. Le noble banni ramène Noël au village. Il n'est pas surpris qu'elle dorme étant donné à quel point elle a travaillé dur sur la lame. Ils sont accueillis par la princesse qui est soulagée de les voir en sécurité. Noël se réveille et se met en colère contre Alan pour être venu la chercher sans sa permission. Elle exige qu'il la dépose, ce qu'il fait. Ils entrent à l'intérieur pour décider quoi faire de Mylène. Elle a repris conscience et a déjà été libérée des effets du don de subordination d'Horace. L'Amazone refuse toujours de parler. Béatrice propose de l'envoyer dans la capitale pour y être jugée pour ses actes. La princesse ne pense pas qu'elle soit une mauvaise personne car les attaques n'étaient pas de son plein gré et elle est sûre que quelqu'un attend son retour chez elle. Mylène révèle qu'elle n'a nulle part où aller car ils l'ont incendiée. Cela amène Noël à se souvenir de son passé, alors elle décide de libérer Mylène afin qu'ils puissent vivre ensemble. L'elfe promet au trio qu'elle gardera un œil sur elle. Une fois cela réglé, Alan sort et lance une attaque qui se concentre sur Horace. Un démon apparaît et profite de cette opportunité pour éliminer le vieil homme. Quand Alan arrive, il comprend que le véritable ennemi l'a atteint en premier. L'ancien héros avait hâte de l'interroger. Pendant ce temps, chez Westfeld, le démon apparaît devant le duc pour l'informer qu'Horace a été emmené avant qu'il ne puisse divulguer la moindre information. Le père d'Alan est heureux d'entendre cela. Brett n'est pas impressionné par la production du démon jusqu'à présent, révélant que c'est lui qui a pris la tête du général Cyril. Le diable fait savoir aux nobles qu'ils s'occuperont de la sainte et de l'elfe. Le duc a l'intention de s'occuper du héros et de l'archevêque. Bear se porte volontaire pour s'occuper du pasteur en déclarant qu'il n'est pas comme son frère aîné inutile. Le trio continue de recueillir des informations à Granholm mais ne trouve aucune nouvelle piste. Noël se souvient qu'un de ses clients réguliers lui parlait d'un village où apparaît un fantôme de la famille royale, et il en veut à la monarchie de son oppression. Entendre que l'esprit porte une armure d'argent recouverte de résidus rouges attire l'attention de Lise, alors elle suggère qu'il visite le village. Béatrice a peur de partir après avoir appris que des fantômes sont impliqués, mais elle essaie de minimiser l'affaire lorsque Noël et Mylène la taquinent. Alan pense également qu'il devrait enquêter car il est possible que cela soit l'œuvre d'un démon qui sait comment élever le défunt. Le groupe arrive plus tard dans le village apparemment paisible, et certains habitants les saluent lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont nouveaux dans le village. Les habitants confirment leur préparation pour une célébration appelée Fête des Esprits du Retour. C'est un rituel annuel où ils accueillent les esprits de leurs ancêtres décédés. Béatrice devient alerte en entendant cela, mais il lui fait savoir qu'il s'habille simplement en fantôme et danse toute la nuit. Lise va droit au but et leur pose des questions sur le chevalier à l'armure d'argent, mais il ne semble pas savoir de quoi il parle et s'excuse de ne pas avoir été utile. Alan remarque quelque chose d'étrange chez les villageois et se souvient que Noël a mentionné qu'il y avait un cimetière dans la colonie. Alors que le groupe traverse le cimetière, Alan ne pense pas que quelque chose de surnaturel va apparaître. Ils sont surpris lorsqu'un des villageois apparaît à proximité. Il les escorte jusqu'à la maison du chef du village. L'habitant leur dit qu'il est la personne la plus compétente du village et le chef les accueille. Ils discutent des rumeurs autour d'une tasse de thé et le chef révèle qu'il n'a pas encore reçu de rapport sur ce chevalier d'argent et leur assure que l'endroit est paisible. Il leur demande de passer la nuit et d'assister au festival pour une enquête plus approfondie, alors le noble banni accepte l'offre. Cette nuit-là, Lise fait un flashback en rêvant de son oncle qu'elle aimait tellement qu'elle le voyait comme un deuxième père. Il était venu la voir avant de partir en expédition. La jeune princesse s'est inquiétée mais il lui a assuré qu'il reviendrait sain et sauf et lui a dit combien il est important de croire aux gens dans toutes les situations. Ces flashbacks sont revenus plus tard, lorsque des monstres ont attaqué leur convoi. Son oncle a été grièvement blessé et est tombé de la falaise en essayant de la protéger. Elle se réveille en pensant à son oncle et entend un bruit extérieur qui attire son attention. La princesse regarde dehors et le trouve debout. Elle court après lui en l'appelant mais il l'ignore. Lise est conduite au cimetière où elle est prise en embuscade par des zombies. Il s'avère qu'elle était dans un autre rêve lorsqu'elle se réveille en criant.
Alan est déjà à ses côtés alors elle le serre dans ses bras pour plus de réconfort. Le lendemain soir marque le début du festival donc les résidents s'habillent et se dirigent vers le feu de joie pour danser. Au fil de la fête, Béatrice révèle à quel point la célébration des morts est tabou dans leur royaume. Elle est prête à l'ignorer parce que cela ne pose de problème à personne. Alan ne ressent rien d'anormal, mais il a conclu quelque chose sur le village, l'un des habitants les encourage à se joindre à la fête. La dame chevalier et le noble banni se mettent en marche après avoir vérifié quelque chose avec son pouvoir oculaire. La princesse décide de se reposer. Alors qu'elle est seule, elle repère le chevalier en armure d'argent dans la foule et le poursuit. Il s'arrête lorsqu'il la tire au fond de la forêt et lui dit qu'il était dangereux pour elle de venir seule. Elle est sûre que tout va bien puisqu'il est là. Lise veut savoir ce qu'il a fait toutes ces années. Ils l'ont recherché au pied de la falaise mais n'ont pas pu retrouver son corps. Elle a toujours cru qu'il avait survécu. Son oncle révèle qu'il en veut à la famille royale depuis tout ce temps. Il s'est caché pour pouvoir se venger. Il lâche la bombe selon laquelle le roi essaie de l'éliminer. La princesse ne comprend pas pourquoi son père voudrait lui faire du mal. L'oncle déclare que le roi cible ceux qui possèdent des dons innés. Cela inclut la compétence bravée d'Akira. Noël est également une cible puisque son don lui donne la capacité de créer des armes sans précédent. Le général Cyril est également ciblé car son pouvoir lui donne la compétence de doubler la force des soldats de son armée. L'archevêque est également sur la liste car son talent lui permet de lire n'importe quel autre don. Et enfin Lise qui a le pouvoir de la sainte. Ce sont des pouvoirs qui ont le potentiel de détruire le royaume et leurs détenteurs sont connus comme des marionnettes des dieux. Son oncle révèle que le roi se sent menacé par ses pouvoirs et souhaite qu'ils soient tous éradiqués. Le chevalier d'argent fait savoir à la princesse qu'il veut la sauver afin qu'elle puisse le rejoindre et le vaincre. Lise ne peut pas participer parce qu'elle a l'impression qu'ils peuvent parler à son père et parvenir à un accord. Elle lui rappelle sa parole selon laquelle il faut croire aux gens. Son oncle montre sa véritable intention et l'attaque, mais Alan bloque l'attaque, le noble banni brise le sort contrôlant le chevalier d'argent. L'oncle reprend conscience et informe Lise qu'il a déjà rencontré sa disparition et se sent coupable de l'avoir attaqué. Il leur dit que ce n'est pas le roi qui veut éliminer les dons innés, mais les démons. Il était contrôlé par un seul, même si sa rancune contre la lignée royale est réelle. Les gens chuchotaient à l'oreille de son frère aîné pour creuser un fossé entre eux, c'est pourquoi il est parti pour trouver une nouvelle voie en tant que vice-capitaine de leur premier escadron de chevaliers. Lise était la seule chose qui a apporté la paix dans sa vie, il n'a pas beaucoup de temps avant la fin du sort. Il demande à Alan de protéger la princesse, ce qu'il accepte, sa dernière demande est de s'entraîner avec l'ancien héros. Lise essaie de protester contre la bagarre, mais Alan dit à son oncle qu'il veut le tester pour s'assurer qu'il peut prendre soin d'elle en son absence. Les deux s'affrontent et le héros banni est le vainqueur, la princesse tient son oncle dans ses bras qui lui conseille de trouver le bonheur. Elle pleure alors que la vie quitte son corps, il retourne au village où la fête est terminée. Le chef du village confronte Alan lorsqu'il soupçonne que le gars a découvert son secret. Alan révèle qu'il savait depuis le début que le village était composé de défunts et que le chef les contrôlait. Il ne voulait pas intervenir car l'endroit semble paisible, le chef du village se demande s'il penserait la même chose si Alan savait qu'il est un démon. Le gars ne suppose pas que tous les démons sont mauvais simplement à cause de ce qu'ils sont, le chef montre qu'il est mauvais en attaquant Alan, mais le gars abat les zombies invoqués et le démon. La créature maléfique laisse tomber une pierre après sa disparition, qu'Alan ramasse, tandis que le démon principal rapporte son échec au duc. Brett est en colère mais son père le vérifie en disant que Lise ne peut pas interférer avec leur plan étant donné le stade où il est atteint. Brett révèle qu'il a réussi à éliminer l'archevêque et pendant cet intervalle, le trio quitte le village. Dans la voiture, Alan inspecte la pierre et conclut que les pouvoirs de son jeune frère s'y trouvent. Il révèle que la seule partie du corps de l'oncle qui lui appartenait était la tête. Il commence à voir un motif lorsqu'il remarque que la tête du général a également été prise lors de son extermination. Lise reçoit un appel soudain l'informant que le général Cyril est de retour. Brett a des visions de la façon dont son père l'a traité avec dédain après le décès de leur mère, puis a entendu les autres dire que son frère aîné était meilleur que lui. Cela l'a amené à mépriser Alan, lui faisant même tomber la main lorsqu'il lui tendait la main. Il se réveille en sursaut en se souvenant que son père le traitait d'échec quand il était petit. Après s'être préparé, il va saluer son père, mais il entend juste un rire sinistre du duc. Brett lève les yeux et trouve son père en train de lire un rapport pendant qu'il le brûle. Il informe son fils qu'ils peuvent commencer leur vengeance sur le royaume et les dieux. Brett pense fermement qu'il est le seul digne de diriger le royaume, tandis que dans la capitale, le capitaine Edward et le vice-Clark patrouillent dans la ville. Il constate que les rumeurs de la réapparition de Cyril se répandent dans toute la ville. Il conclut que ces informations sont utilisées pour former une certaine incitation étant donné à quel point elles sont devenues virales. Clark soupçonne le général d'être un imposteur mais le capitaine lui conseille de ne pas se perdre dans les détails. Le premier escadron de chevaliers doit toujours s'acquitter de ses tâches quelle que soit la situation du général. Ils doivent arrêter ceux qui souhaitent du mal au royaume, le capitaine entend faire respecter la volonté de Cyril.
L'officier traverse une ruelle où ils sont confrontés à une silhouette encapuchonnée. Clark se prépare à l'action alors qu'il demande qui y va. Ils sont choqués de voir l'archevêque. Edward veut savoir pourquoi le pasteur se trouve dans un endroit aussi douteux sans escorte. Il informe simplement le capitaine qu'il y a quelque chose qu'il souhaite que lui seul sache et lui demande de le suivre. L'attitude d'Edward change à mesure qu'il accepte de le suivre. Clark est perplexe et essaie de protester mais son patron a l'impression que la collecte d'informations est plus importante que les risques. Il assure à son vice qu'il sera bientôt de retour et lui confie la responsabilité pendant son absence. Clark regarde, impuissant, le capitaine se mettre en danger. L'archevêque le conduit à l'ancien terrain d'entraînement, ce qui déroute Edward. Le pasteur l'informe simplement que c'est là que se termine son rôle. Le capitaine se retourne et découvre qu'il est seul. Il y a un moment de silence jusqu'à ce qu'une silhouette apparaisse derrière lui et attaque. Edward est assez rapide pour dégainer sa lame pour bloquer et il se révèle être le duc. Le capitaine le félicite pour la frappe mais l'informe que sa soif de sang a trahi sa position. Edward est sûr qu'il est le seul à commencer à s'entraîner sans saluer. Il se souvient que la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était aux funérailles de sa défunte épouse. Le capitaine veut savoir quelles sont ses intentions. Le duc le traite d'imbécile, révélant que l'archevêque leur appartient désormais, et attaque. Edward le bloque et l'interroge sur ce qu'il veut dire. Le père d'Alan l'ignore et se souvient de toutes les fois où il s'est battu avec le capitaine à cet endroit même. Il se souvient également de la douleur du jour où il a perdu sa femme et n'a actuellement pas l'impression d'avoir besoin de ce monde. Pendant cet intervalle, Brett se rend dans la capitale et se souvient avoir demandé à Alan s'il était un échec. Son frère aîné lui a répondu que non, mais le garçon ne l'a pas cru et s'est enfui en pleurant. Les choses ont changé lorsque le niveau de Bear a augmenté, ce qui a impressionné son père qui lui a désormais montré de l'affection. Alan était désormais considéré comme un raté en raison de son manque de progrès. En grandissant, le frère cadet était frustré qu'Alan ne réagisse pas négativement au fait d'être qualifié d'échec. Bear a informé son frère aîné qu'il était celui qui méritait d'hériter de la direction de la famille. Alan n'a pas été ému par ces paroles. Bear est ennuyé que de telles choses lui viennent à l'esprit en ce moment. Un démon semble l'informer que leur part du plan se déroule sans problème. Cependant, il s'inquiète si la maison Westfeld peut éliminer Edward étant donné sa capacité à annuler tout autre cadeau dans un rayon d'1 mètre. Le jeune noble leur assure que son père s'occupera de lui sans problème, mais que si le pire devait arriver, Bear pourra utiliser ses capacités pour mettre leur plan à exécution. Il se tourne vers le démon et commence à les insulter pour avoir trop gâché. Il est surpris lorsqu'un autre démon apparaît pour dire à son chef que le héros est arrivé. Le diable rappelle à Brett qu'ils prêtent leur force à sa famille, donc les erreurs de leur part ne seront pas tolérées. Le garçon est sûr qu'il n'est pas un raté comme Alan. Pendant ce temps, Akira arrive dans la capitale et la jeune fille craint de se perdre à cause du grand nombre de personnes. Le héros lui tient fermement la main pour qu'elle se sente plus à l'aise. Elle remarque qu'ils sont suivis et décide de se rendre dans un quartier isolé de la ville pour appeler les gens qui les suivent. Les démons apparaissent et l'entourent. Heureux qu'elle soit prête à les affronter, ils expriment clairement leur intention de lui faire du mal. Elle est surprise qu'ils pensent pouvoir la vaincre. Les démons envisagent d'utiliser la fille à leur avantage. Ils révèlent que tous les habitants du village d'où elle vient ont leur sceau magique inscrit sur leur corps. Ils utilisent leur force vitale comme carburant pour une explosion. Il leur suffit de lancer une boule de feu sur la fille et le héros sait déjà ce qui va se passer ensuite. Il se demande si elle va périr dans l'explosion ou abandonner l'enfant et se sauver. La fille essaie de repousser Akira, mais elle tient la fille alors que la boule de feu arrive sur eux en déclarant qu'un héros ne s'enfuira jamais. Une barrière soudaine les érige et les protège. Akira se souvient qu'Alan lui a dit qu'il avait écrasé le sceau de la jeune fille. Elle comprend maintenant ce qu'il voulait dire et est stupéfaite qu'il ait pu le détecter. Ailleurs dans la ville, Clark a mobilisé une unité pour rechercher le capitaine mais ils sont approchés par un démon qui tente de les convaincre que les cadeaux sont utilisés pour les manipuler. Clark n'est pas intéressé par cela puisque leur travail est de protéger le royaume du mal. Il dégaine son épée pour rejeter le démon. Le diable traverse quelques chevaliers et porte un coup important au vice-capitaine. Il y a une interruption lorsque Béatrice semble apporter son soutien. Pendant ce temps, la bataille entre le capitaine et le duc fait rage mais le noble prend le dessus et porte un coup fatal. Edward pense que le niveau élevé du duc compense l'annulation de son don. Le duc révèle que si l'on veut vraiment s'élever, il faut élever son niveau au plus haut point d'avoir la force de mettre fin à un soi-disant dieu. Alors que le duc se prépare à l'achever, le héros l'interrompt déguisé en démon, et il est choqué de la voir vivante. Dans cet intervalle, Bear arrive à la capitale contrôlant l'archevêque et Cyril avec son don de style marionnette. Il tente de persuader les masses que les dieux leur mentent et que les cadeaux ne sont pas une bénédiction, mais qu'ils empêchent plutôt les gens de poursuivre leurs rêves et de choisir leur destin. Il leur propose un moyen de prendre les choses en main grâce à Bear qui exploite leur talent latent grâce à la capacité de marionnette. La foule ne sait pas comment cela continuerait si le noble venait à décéder. Bear révèle les démons qui terrifient la foule. Il explique qu'ils vont les aider à combler le vide laissé par la perte de leurs cadeaux.
Il prononce un discours inspirant sur le fait qu'ils se donnent la main et vivent comme ils le souhaitent. En interne, Bear veut juste créer une situation où les masses ne peuvent pas vivre sans lui. Cyril présente même une forme de vie sorcière en disant que ce sera un grand atout pour eux car elle a la force de 10 000 hommes. Le jeune noble a réussi à mettre la foule à ses côtés alors qu'ils applaudissent pour l'avenir, il veut juste contrôler le monde, la repoussée commence quand Alan apparaît et appelle son petit frère. Bear est choqué de le voir et se demande ce qu'il fait dans la capitale. Le noble banni sort un appareil qui diffuse l'audio et le visuel de la confrontation de Béatrice avec le démon. Elle appâte le diable pour dénoncer leur alliance avec les Westfeldt et leurs actions néfastes. La dame chevalier s'enquiert de l'assassinat du général et des monstres envoyés pour éliminer la princesse Lise. Le démon à faible QI décide de leur raconter l'intégralité de leur plan puisqu'ils vont de toute façon rencontrer leur disparition. Malheureusement pour lui, Mylène se cache en utilisant son pouvoir et diffuse en direct l'interaction sur l'appareil d'Alan. Le démon révèle que ceux qui possèdent des dons puissants comme le général et la princesse ont été ciblés parce qu'ils auraient gêné leur plan. Bear crie inutilement à son sombre compagnon de le fermer alors que la créature explique comment elle compte inciter les humains à renoncer volontairement à leurs cadeaux. Bear le confirme aux masses lorsqu'il avertit son frère aîné de ne pas s'immiscer dans leur projet. Lise se révèle et tente de calmer la foule agitée. Mais elle aggrave les choses lorsqu'elle confirme la tentative d'assassinat contre elle et dit aux gens que ses agresseurs étaient comme les formes de vie sorcière derrière eux. Bear montre ses véritables intentions puisqu'il a déjà été exposé par un rire maniaque. Il essaie d'utiliser sa capacité de marionnette pour contrôler les gardes pour attaquer mais Alan l'annule, faisant s'écraser toutes ses marionnettes au sol. Cela ne fait que mettre en colère le petit frère qui active les formes de vie sorcière, la foule panique et se met à l'abri. Alan repense à tout ce qui s'est passé avant son bannissement et promet d'arrêter son petit frère. Bear saute pour attaquer mais Alan attrape ses ficelles et tire son frère vers lui et lui donne un coup de poing dévastateur qui assomme instantanément Bear. Il laisse ce domaine à la princesse pendant qu'il va affronter son père. Lise s'inquiète des dommages émotionnels liés au fait d'affronter celui qui l'a chassé. Le duc le considère peut-être comme un échec, mais il a maintenant des gens qui croient en lui, donc tout ira bien. Pendant ce temps, Béatrice peut affronter le démon grâce à Mylène qui la camoufle. Le diable reconnaît que l'Amazone a la subordonnée d'Horace, mais la dame chevalier fait savoir qu'elle est avec eux maintenant. Le démon tente de battre en retraite lorsqu'il se rend compte qu'il est désavantagé, mais Mylène l'en empêche en le frappant avec un couteau de lancer, ce qui crée une ouverture pour que Béatrice puisse porter le coup décisif. La dame chevalier se retourne pour s'assurer que tout le monde va bien alors que le démon se désintègre. Clark la remercie de les avoir sauvés. Elle coupe court à l'appréciation pour l'informer que les démons attaquent plusieurs endroits pour semer le chaos dans la capitale. Le premier peloton est prêt à se battre car il est de son devoir de servir de bouclier pour le royaume. Noël se présente avec des armes de première qualité pour l'aider dans son combat selon les ordres d'Alan. Pendant cet intervalle, Akira et Edward continuent de lutter contre le duc. Un pouvoir obscur émane de lui alors que le héros commente à quel point il semble savoir quel sera leur prochain mouvement. Le capitaine révèle que c'est la capacité du don du duc qui s'appelle Croque-Mort, elle lui permet de voir l'avenir, ce qui signifie qu'il peut anticiper leurs mouvements avant qu'ils ne les fassent, lui permettant de contrer. Cependant, ce pouvoir nécessite beaucoup de concentration et est donc difficile à utiliser au combat. Edward rappelle à son vieil ami que sa défunte épouse Marielle n'aurait pas approuvé sa soif de pouvoir destructrice. Le duc révèle qu'il continuait à prévoir sa mort, qu'il avait tout essayé pour éviter cet avenir, mais finalement, tout cela n'a servi à rien. Des larmes de résidus rouges tombent des yeux du duc, mais s'enflamment noir alors qu'il se souvient du jour où elle lui a dit qu'il avait fait de son mieux et qu'il devait laisser le destin l'emporter. Il accuse le don fait par les dieux d'avoir pris sa femme, elle avait le don nommé mère sacrée qui la destinait à donner naissance à un héros. Cependant, elle a donné naissance à Alan qui n'a même pas reçu de cadeau et a perdu la vie en conséquence. Le duc se sent comme le monde et tous les dons qu'il contient devraient disparaître si les dieux permettaient que cette injustice se produise. Le héros dit au duc de se remettre de lui-même après avoir compris que toute cette dévastation qu'il cause est due au fait qu'il a perdu quelqu'un qui lui était cher. Le chef de Westfeldt comprend son point de vue, mais il a embrassé les ténèbres pour se venger. Il tire une explosion sombre et menaçante mais le héros riposte avec sa propre attaque éclair, elle note que leurs pouvoirs sont à égalité. Le duc augmente brusquement son rendement, ce qui submerge le héros et le fait tomber. Le capitaine se rend compte que la tête de Westfeldt exploite le pouvoir des démons, Edward essaie de l'avertir d'arrêter car utiliser davantage ce pouvoir le conduira à se perdre. Le duc s'en fiche et frappe le capitaine avec une explosion, ce qui lui fait ressentir la rage, le chagrin et le chagrin de son vieil ami. Il se dirige vers lui pour s'excuser, mais le duc l'achève sans pitié car il ne tolérera pas que quiconque prétende le comprendre. Le héros est dégoûté après avoir vu le duc éliminer une amie qui s'est souciée de lui jusqu'à son dernier souffle, il ne s'en soucie pas et déclenche une vague d'obscurité pour l'achever. Alan arrive en main et bloque l'attaque, son père rit en voyant que son échec de fil est venu interférer avec ses plans. Alan bloque une autre attaque à la surprise de son père,
il fait savoir au chef de famille que malgré son échec, il y a certaines personnes qu'il ne veut pas abandonner. Alan est également sûr que sa mère n'approuverait pas les actions de son père, l'entendre parler d'elle incite le duc à déclencher une attaque dévastatrice. L'obscurité transporte Alan dans le monde intérieur de son père où il découvre l'amour que son père avait pour sa mère. Il décide de ne pas être un spectateur par peur d'être trahi comme il l'a fait dans sa vie antérieure. Alan riposte, ce qui ne fait que pousser le duc à exploiter davantage le pouvoir du démon. Un nuage sombre envahit la capitale mais Alan contre-attaque avec son talent ultime qui brise l'obscurité écrasante de son père. Il rencontre le cœur des sentiments négatifs de son père et le remercie de lui avoir appris à cesser de fuir la douleur d'être trahi. Alan porte le coup final qui dissipe l'énergie menaçante. Son père qualifie toujours son fils d'échec, mais il reconnaît que sa femme a accompli son destin, ne sachant pas s'il s'est simplement contredit. Le duc fond en larmes en se désintégrant. Dans la foulée, Alan a une audience avec le roi qui lui accorde le titre de duc de Westphalt. Il refuse cependant gentiment cette nomination, à la surprise générale. Le roi révèle plus tard qu'il s'attendait à cette réponse, il connaissait déjà le personnage d'Alan d'après ce que Lise lui avait dit au fil des ans. Le monarque est juste heureux d'avoir protégé sa fille et le royaume, après avoir réglé leurs affaires, Alan, Néol et Mylène se préparent à partir. Le forgeron ne comprend pas pourquoi il les suit à Granholm, le gars trouve que c'est l'endroit le plus pratique. Ils sont rejoints par Lise qui les accompagne, elle révèle que son nom de famille est Westphalt car elle a repris ce domaine. Béatrice ne peut pas la suivre car elle est la garde de la famille royale et Lise n'en est plus membre. La dame chevalier essaie de trouver un moyen de se voir confier à nouveau la protection de Lise, mais elle n'y parvient pas pour le moment. L'ancienne princesse s'accroche à Alan alors qu'elle déclare à quel point elle se sent plus en sécurité avec lui. Ils sautent dans le chariot pour continuer leur voyage. Pendant ce temps, dans un manoir quelque part, Henriette utilise son pouvoir oculaire pour surveiller Alan et découvre qu'il accomplit toujours des exploits de héros. Elle ne comprend pas l'intérêt de sa réincarnation juste pour faire la même chose. La dame suppose simplement qu'il ne peut pas s'en empêcher. 6 mois se sont écoulés et Alan rêve des derniers instants de sa vie antérieure. Henriette le tient dans ses bras en pleurant car ses sacrifices continus ont sauvé beaucoup de gens du désespoir. Il était exactement le genre de héros qu'elle souhaitait, et en récompense, elle lui demanda de lui faire part de son souhait. Le noble banni se réveille avant que le souhait ne soit révélé et commente à quel point le rêve était nostalgique. Il se retrouve dans son ancienne maison familiale mais sous la direction d'un nouveau maître. Alan est accueilli par Lise qui prépare le petit déjeuner. Les 2 autres les rejoignent peu après. La noble dame est stupéfaite de voir Noël habillée comme une fille de gym en quête d'attention. Alan remarque le manque de modestie affiché. Mais l'elfe lui cause des ennuis lorsqu'elle révèle qu'il l'a vu dans un état plus compromettant. Lise secoue violemment le garçon banni en exigeant de connaître le sens de cette déclaration. Alan veut juste savoir quand il trouvera le genre de paix qu'il recherche. Noël enfile sa tenue standard alors qu'ils s'assoient tous pour prendre le petit déjeuner. Elle rappelle à Alan sa promesse de tester sa nouvelle épée. Cela incite Lise à lui rappeler les formalités administratives de la maison ducale pour lesquelles il a promis de l'aider. Mylène souligne également son obligation de faire une sieste avec elle. Ils sont tous contrariés par sa réponse inconsciente. Le réceptionniste de la guilde arrive également avec de nombreuses demandes d'emploi qui se sont accumulées. Son aide est nécessaire car il est le seul à pouvoir s'occuper de certains d'entre eux. Toutes les dames saisissent un de ses membres et le traînent pour tenir ses promesses. Plus tard, il s'allonge sur la pelouse, épuisé après avoir tout fait. Le gars voit cela comme une autre façon de vivre en paix. Alan rassemble tout le monde pour annoncer sa décision de se rendre dans l'Empire Victour car ce serait un bon changement de rythme. S'il trouve un endroit agréable où vivre, il pourrait même s'y installer. Lise est déçue d'entendre cela. L'Empire Victour et le royaume d'Adoastella ont actuellement une trêve, mais l'Empire est une puissance majeure. Noël a entendu dire qu'ils avaient beaucoup de forgerons nains qualifiés, elle les suivra donc pour apprendre d'eux. Mylène décide également de le suivre. Entendre cela ne fait que rendre la noble dame plus triste car elle doit rester et travailler pour le duché. Elle a réussi à convaincre Béatrice de s'occuper des choses afin qu'elle puisse se joindre au groupe pendant leur voyage. Lise utilise l'ambition continue de l'Empire d'unir le continent comme excuse pour suivre. Elle trouve étrange qu'il n'ait pas agi quand Adoastella était dans le chaos, car cela aurait été l'occasion idéale d'attaquer. Son devoir en tant que dame de Westphalt est de protéger les frontières de leur nation. Ce voyage l'aidera à comprendre les affaires internes de l'Empire Victour. Béatrice ne peut qu'y aller parce qu'Alan est avec eux. Pendant leur voyage, les dames se plaignent du fait que la route chaoteuse les empêche de se reposer. Elles regardent Mylène qui dort paisiblement. Cependant, un arrêt soudain de la voiture la réveille. Ils sortent pour demander à Alan s'il y a un problème. Ils soulignent les loups des sables qui attendent sur une falaise au-dessus d'eux. Ces créatures sont si dangereuses qu'elles sont connues sous le nom de faucheurs du désert. Le noble banni bondit et abat la meute en un temps record. Les dames ne sont pas surprises après avoir été témoins des autres exploits qu'il a accomplis au cours de leur voyage. Le gars les supplie de lui donner un peu de gratitude de temps en temps. Alan se demande qui pourrait contrôler les loups des sables parce que ce terrain était le rêve d'un bandit lorsqu'il s'agissait d'un lieu d'embuscade.
Donc, trouver ces créatures là-bas est révélateur. Peu de temps après, le groupe arrive à la ville frontalière. Lise est impressionnée par l'animation du lieu, compte tenu de sa distance par rapport à la capitale impériale. Noël veut juste savoir où se trouvent les forgerons. La dame remarque qu'Alan est inquiet et se demande pourquoi. Il a remarqué l'atmosphère intimidante du fait qu'il y a trop de gardes, même pour une ville frontalière. Il espère avoir fini de réfléchir, tombe sur une dame et se rend compte que c'est Henriette alors qu'il s'excuse. Le gars est choqué de la voir et se demande ce qu'elle fait dans un tel endroit sans gardien étant donné qu'elle est la fille d'un marquis. Elle rougit et lui ordonne de la lâcher. Les autres dames deviennent un peu jalouses en lui demandant si c'est une connaissance. Lise la reconnaît comme étant dame Henriette de la famille du marquis Lindqvist. La rousse reconnaît également l'ex-princesse. Lise l'informe qu'ils sont venus faire du tourisme mais d'après ses manières, Henriette sait qu'elle ment. Henriette les prévient que l'Empire est sur le point de sombrer dans le chaos, le groupe devrait donc partir avant d'y être entraîné. Alan l'informe qu'il est un vagabond, elle lui explique que les chevaliers loups noirs sont en mouvement, ils constituent une unité d'élite qui a reçu l'autorisation de se mobiliser à sa propre discrétion. Ces gars-là sont les plus redoutés du pays et il vaut mieux ne pas tomber sur leur radar. Henriette part après cet avertissement. Alan la remercie car les autres ont l'impression d'être arrivés à un moment terrible. Le héros banni court soudainement devant et laisse les dames voir. Entre-temps, il rattrape Henriette et lui demande si l'avertissement venait du disciple des dieux. Elle l'informe qu'elle n'est qu'une noble dame. Alan est sûr qu'elle a toujours ses pouvoirs de disciple des dieux. Elle révèle qu'il y a une certaine limitation à l'utilisation de ses pouvoirs dans ce domaine. Alan ne sait pas comment elle s'est également retrouvée dans ce nouveau monde. Elle rougit et souligne sa propension à avoir des ennuis donc il devrait considérer sa présence comme un bonus. Alan lit entre les lignes et les chiffres qu'elle se méfiait de lui et s'est réincarnée. Elle l'interrompt et lui dit d'aller vivre sa vie paisible. Il concède et s'en va lorsqu'une soudaine explosion secoue la ville. Alan a l'impression que cela pourrait être le catalyseur de la guerre civile dans l'Empire, alors il se précipite dans l'agitation. Le coupable court vers Alan et sort un couteau pour l'écarter. Il comprend enfin qu'il est un aimant à ennui. Le noble banni coupe rapidement en karaté son agresseur et se demande quoi faire de ce type car les gardes poseront des questions s'il le remet. Un sort sombre s'active de manière inattendue et met fin à la vie du bombardier. Le capitaine de l'un des pelotons de loups noirs entre en scène. Elle révèle que le défunt était le suspect de l'explosion. Alan lève les mains en expliquant comment l'homme a attaqué et il a riposté mais ce n'est pas son coup qu'il a éliminé. La capitaine révèle qu'elle peut voir quels cadeaux d'autres ont utilisé. Elle peut dire qu'aucune arme ou cadeau n'a été utilisé pour commettre cette extermination. La capitaine révèle également qu'elle ne peut pas détecter les pouvoirs utilisés par les démons. Alan coupe le fil de ses pensées en révélant qu'il n'est pas un démon. Elle ne le croit pas jusqu'à ce qu'il le prouve et essaie de l'appréhender, mais il est sauvé par Mylène alors qu'il disparaît. Le capitaine donne l'ordre de fermer la frontière. Elle est sûre que ce serait un désastre si Ado Astella apprenait l'incident. Pendant ce temps, Mylène les emmène à l'égout où Henriette et les autres attendent. Le roux savait qu'il serait attiré par les ennuis alors a envoyé Mylène le chercher avec son cadeau qui est de nature démoniaque. Ils ne peuvent pas partir puisque la frontière est fermée, et les chevaliers ne risquent pas de se laisser tromper 2 fois par le cadeau de Mylène. Henriette suggère qu'il reste chez elle jusqu'à ce que les choses se calment. Ils arrivent à son manoir et Alan est surpris de voir l'ancien majordome de sa famille, Silas, au service d'Henriette. Le vieil homme révèle comment la dame les a employés après qu'ils aient arrêté de travailler pour son défunt père. Ils entrent à l'intérieur où Henriette révèle que la tension est due à l'assassinat de l'empereur il y a plus d'1 an. Lise comprend maintenant pourquoi ils n'ont pas agi alors qu'Ado Astella était en difficulté. La dame leur fait confiance pour ne pas divulguer cette information lorsque l'elfe et l'amazone expriment leurs inquiétudes. Elle leur donne la permission de se détendre jusqu'à ce que l'agitation s'apaise. Ce soir-là, elle rejoint Alan à l'extérieur alors qu'ils discutent de la probabilité que l'assassinat ait été commis par des démons, car ils sont les seuls capables de frapper sans laisser de traces. Alan la confronte au sujet de veiller sur lui pendant tout ce temps. Le fait qu'elle ait engagé Silas en est la preuve. La croisée dès leur arrivée n'est pas un hasard. Henriette s'excuse lorsqu'elle se rend compte qu'elle s'est fait surprendre. Alors qu'elle est assise sur son lit, elle se souvient de la façon dont Alan a été persécuté dans son ancienne vie. Alors c'est bon de le voir sourire dans celle-ci. Elle souhaitait juste que ce soit elle qui lui fasse renverser ce froncement de sourcils. Le lendemain, Noël pique une petite crise car elle est à bord. Elle veut se rendre dans les ateliers des nains et assouvir son envie de forger une épée. Henriette lui dit franchement que cela ne sera pas possible puisque la sécurité est actuellement renforcée en ville. Lise pousse un cri d'inquiétude lorsque Noël entre dans la retraite de la forge alors qu'elle forge une épée invisible. Alan souligne que les chevaliers loups noirs le poursuivent, donc l'elfe peut aller seul en ville sans aucun problème. Elle sort de son état de transe et pousse un cri d'excitation lorsqu'Henriette lui donne la permission d'aller en ville. Elle est accompagnée par Mylène lors de leur visite d'armurerie et de forge. Elle trouve même le temps de goûter aux spécialités locales. Noël veut toujours voir plus de ce que la ville a à offrir, mais elle a remarqué qu'il y a beaucoup d'elfes autour et on a l'impression qu'ils la regardent. Le forgeron saute à la conclusion qu'il la trouve mignonne et commence à imaginer qu'ils viennent lui parler.
Mylène l'évacue rapidement de la zone lorsque les autres elfes tentent d'interagir. Il retourne au manoir où il raconte l'incident aux autres. Noël félicite l'Amazonesse pour son travail bien fait. Lise n'est pas surpris que les autres elfes veuillent lui parler étant donné à quel point Noël est attirante. Cela renforce la confiance du forgeron car elle apprécie à quel point elle est très admirée. Henriette lui dit sans détour que son apparence n'est pas ce qui a attiré les autres vers elle. Avant de s'expliquer, le disciple des dieux demande à Noël si elle veut en savoir plus sur elle-même. L'elfe avoue qu'elle ne se souvient de rien de son passé, alors elle est intéressée. Après avoir obtenu cette confirmation, Henriette demande à tout le monde de la suivre. Ils se rendent dans la cour où elle les transporte dans la forêt elfique. Tout le monde est impressionné par la beauté des lieux. Alan se rend immédiatement compte que la forêt était cachée par une barrière magique pour les protéger des ennemis extérieurs. Henriette révèle également que ceux qui quittent la forêt voient leurs souvenirs effacés pour protéger davantage l'emplacement du refuge elfique. Cependant, elle a obtenu le droit d'entrer librement dans la forêt. Après avoir entendu cela, il soupçonne qu'elle les a aidés à utiliser cette puissante barrière parce qu'ils ne pouvaient pas la sentir. Elle le confirme et ordonne à tout le monde de la suivre jusqu'à la colonie. Au fur et à mesure qu'ils avancent, Noël a le sentiment que c'est laquelle appartient. Mylène devient sur la défensive lorsqu'elle remarque qu'ils sont encerclés. Les elfes arrivent mais Alan assure à son groupe que tout va bien car il ne ressent aucune intention hostile de leur part. Henriette n'en est pas surprise car leur dirigeant est de retour. Les elfes s'inclinent devant Noël alors qu'ils lui souhaitent la bienvenue à la maison. Alan comprend immédiatement que les yeux du souverain sont la raison du comportement des elfes. Henriette révèle que la vue de Gram n'est possédée que par la famille royale elfique, c'est pourquoi on l'appelle les yeux de la souveraine des fées. Noël est choqué d'apprendre qu'elle descend de la royauté. Le disciple des dieux révèle également que la lignée royale dans la forêt a pris fin. Cela signifie que Noël est leur dirigeante. Percival se présente comme le régent du souverain. Le forgeron est un peu dépassé qu'elle soit soudainement traitée comme une royale. Percival lui assure qu'ils n'ont pas l'intention de la précipiter dans une décision. Il suggère qu'ils prennent les choses lentement en apprenant d'abord à se connaître. Une visite de la forêt est la première chose à faire. Lise est surpris de les voir utiliser des outils et des meubles humains. Le régent tente d'expliquer que c'est Henriette qui le leur a présenté, mais elle l'interrompt avant qu'il puisse donner plus de détails. Certains enfants se précipitent pour offrir à leurs nouveaux dirigeants les noix qu'ils ont cueillies. Noël les accepte et attend avec impatience le superbe cadeau qu'ils lui promettent de lui apporter le lendemain. Philippe s'énerve lorsqu'il est refoulé par le régent. Le jeune elfe traite les deux autres enfants qui ont été autorisés à interagir avec leur chef de mauvais avant de s'enfuir bouleversés. Percival tourne la conversation vers la magnifique source d'eau à proximité lorsque Noël veut savoir ce que Philippe voulait dire par son commentaire. Ce soir-là, le capitaine Lisette de l'unité du Loup Noir est rejoint par Oswald. Elle le réprimande de s'être adressé à elle avec autant de désinvolture. Le capitaine n'est pas surpris de n'avoir pas encore trouvé l'entrée de la forêt elfique, car la soif de sang qu'il dégage est suffisante pour faire fuir n'importe qui. Le gars essaie de tirer sur Lisette pour avoir brisé l'un des pires tabous de l'histoire de l'Empire. Le capitaine le met en garde contre de telles blagues à la pointe de l'épée. Elle lui dit également de ne pas compliquer la situation en se déchaînant lorsqu'il trouvera la colonie elfique. Pendant ce temps, les elfes organisent une fête pour célébrer le retour d'un dirigeant. Percival rejoint Alan et explique comment les elfes grandissent grâce à leur service envers leur monarque. Donc sans cela, ils n'ont pas pu grandir. Cela affecte également leur reproduction puisqu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. La population est donc en déclin. Henriette est celle qui a apporté les biens d'autres cultures pour qu'ils puissent apprendre et aller dans le monde et trouver un autre but. Cette éducation sur d'autres façons de faire a vraiment aidé le village. Alan devine que c'est Henriette qui a également amené les deux enfants démons au village. Percival est surpris d'avoir remarqué, mais il a entendu dire que ceux qui sont très doués ou sensibles peuvent voir l'aura du démon. Le noble Brandy le choque encore davantage lorsqu'il révèle qu'il n'a aucune animosité à leur égard. Le régent avoue qu'ils étaient opposés à l'idée d'héberger des démons au début, mais il s'habitue lentement à cette idée. Philippe est toujours hostile alors qu'il regarde de loin. Après la célébration, il passe en revue les choses avec Noël qui ne sait toujours pas quoi faire, mais le parti lui assure qu'il soutient quelle que soit la décision qu'elle prend. Ils se couchent tous, la laissant réfléchir. Alan lance à Henriette le regard « Je veux parler plus tard ». Noël repense à sa vie actuelle et remarque qu'elle a réalisé le souhait de Vanessa de forger une lame qui surpasse une épée divine. Elle ne sait pas quoi faire ensuite ni pourquoi elle voyage avec Alan et les autres. Le forgeron se rend compte qu'elle a fait tout ce chemin sans se comprendre. Pendant cet intervalle, Alan et Henriette ont leur rendez-vous après qu'il ait dissipé son idée fausse quant à la raison pour laquelle il l'a appelée. Elle est un peu ennuyée que Percival ait parlé de la situation des démons sans sa permission. Mais comme Alan en est déjà conscient, elle révèle que les démons ne sont pas une race distincte mais plutôt un état dans lequel la volonté du monde étiquette ceux qui en veulent aux autres et souhaitent qu'ils subissent leur disparition. Cependant, il existe des cas où un enfant démon naît de parents démons. Ces enfants sont stigmatisés et méprisés et jetés dans les conditions les plus pauvres par leurs parents. Ceux qui survivent deviennent les démons les plus puissants. Henriette a sauvé ses enfants du mal. Alan n'est pas surpris compte tenu de sa nature. La tournée continue le lendemain.
Les enfants démons apportent à Noël une pierre spirituelle qui se révèle rare, ces enfants s'en sont sortis avec le joli cadeau qu'ils avaient promis. Philippe arrache la pierre et la jette en disant aux démons de rester loin de leur souverain, il s'enfuit alors que les enfants pleurent. Il est évident que les autres races détestent les démons, Henriette rattrape Philippe en ville et conteste ses préjugés à leur encontre. Le garçon se rend compte que c'est sans fondement car ils ne lui ont rien fait, elle le laisse réfléchir et juste au moment où Philippe est sur le point d'aller s'excuser, Oswald attrape le garçon à la pointe de l'épée et lui demande de lui montrer le chemin de la forêt elfique. Menace imminente alors qu'il profite d'un festin présenté par les elfes et c'est le rêve d'un végétalien. Percival les encourage à manger sans retenue, Mylène accepte l'offre en avalant agressivement la nourriture. Les enfants démons tentent de convaincre Lise en lui présentant un bol de nourriture spéciale qu'elle accepte. Noël regarde la nourriture avec un long visage qu'Henriette remarque et fait un commentaire à Alan. La noble bannie est sûre qu'elle envisage la souveraineté elfique qui lui a été offerte, la dernière chose qui lui vient à l'esprit est la nourriture. Henriette aimerait pouvoir l'aider d'une manière ou d'une autre, mais Alan sait que c'est quelque chose que le forgeron doit décider lui-même. À leur insu, la raison pour laquelle Noël a un visage triste est qu'elle veut de la viande et non de la nourriture pour lapin. La disciple du dieu prend congé après le repas et confie le groupe aux bons soins de Percival alors qu'elle part à la recherche de Philippe, le régent s'excuse pour le dérangement. Elle ne voit pas que ce soit un problème puisqu'elle doit de toute façon retourner au manoir. Percival explique la situation aux autres pour qu'ils soient au courant, il espère juste que le garçon n'a pas eu d'ennui. Eh bien, il devrait abandonner ça parce que le garçon est dans un profond état d'esprit. Henriette arrive en ville à la recherche du garçon mais ne trouve aucune trace de lui, discrètement, c'est une casquette car elle peut espionner Alan qui était dans un autre royaume, mais elle ne trouve pas un seul garçon disparu dans sa propre ville. Quoi qu'il en soit, de retour dans la forêt, Alan remarque à quel point les elfes sont insouciants, mais Mylène les considère comme paresseux. Percival attribue leur nature décontractée à leur lent vieillissement, ce qui leur permet de vivre le temps et plus de choses différemment. Le travail acharné en fait partie, ils ont l'impression que seuls ceux qui sont vaincus travaillent dur. Alan essaie de tirer sur Noël en demandant à la régente si elle est excentrique parce qu'elle est obsédée par la forge bien qu'elle soit un elfe. Elle le frappe pour avoir essayé de la présenter comme si elle était une sorte de cinglé. Mylène veut savoir qui cuisine s'ils sont si résistants au travail acharné. Percival tend la main et une pomme tombe dedans, les étrangers sont stupéfaits. Il révèle comment la forêt partage sa générosité avec eux lorsqu'ils le souhaitent, la forêt fait partie d'eux, et eux aussi en font partie. Alan utilise son pouvoir oculaire pour voir que les elfes et la forêt se mélangent, il conclut que c'est un endroit agréable où vivre. Percival demande l'avis de Noël, et elle pense aussi que c'est un habitat idéal. Alan veut savoir s'il lui est possible de vivre dans la forêt. Après avoir entendu comment fonctionne la forêt, cela semble être le genre d'endroit dans lequel il a toujours souhaité vivre. Le régent révèle que la forêt doit l'accepter s'il souhaite vivre avec eux, mais il ne sait pas comment y parvenir. Il est révélé que les enfants démons restent pour une courte période, c'est pourquoi ils ne sont pas tenus d'être acceptés par la forêt. Alan est heureux d'apprendre qu'un séjour de courte durée dure environ 100 ans. Les humains sont choqués d'entendre cela car ils ont une durée de vie éphémère, leur conversation est interrompue lorsque la forêt informe Percival que quelqu'un est venu lui rendre visite. Ce n'est pas trop inhabituel puisqu'il y en a d'autres qui ont reçu une autorisation spéciale pour entrer dans les bois, ils s'excusent auprès de leur futur monarque tout en demandant la permission d'aller s'occuper du visiteur. Alan espère juste que ce n'est pas quelqu'un de l'Empire, mais les filles lui rappellent que c'est lui qui est le fugitif et pas elle. Le groupe retourne au village pour se détendre et Lise interroge Alan sur ses projets de rester et devient jaloux quand il mentionne qu'il se rapproche d'Henriette afin qu'il puisse aller la voir si quelque chose arrive. Les deux autres les taquinent parce qu'ils ressemblent à un couple marié avec leur dispute. Noël assure à l'ancienne princesse qu'elle gardera un œil sur lui. Elle envisage de rester au village et d'ouvrir une forge pour travailler tout en comprenant, le fait qu'il y ait beaucoup de nains dans l'Empire l'aidera également à apprendre de nouvelles techniques. Mylène veut rester avec le forgeron, tout comme Lise, mais on lui rappelle ses devoirs ducaux. Pendant ce temps, Henriette arrive chez elle et trouve Lisette qui l'attend. Le capitaine des Chevaliers Noirs révèle qu'ils ont reçu des informations selon lesquelles le disciple du dieu héberge un suspect lié à l'assassinat de l'empereur. Henriette interroge ses sources, ce qui oblige le capitaine à avouer qu'elle est venue par intuition et qu'il n'y a eu aucune indication. Lisette est sûre que la noble dame est la seule capable de cacher son suspect puisqu'ils ont disparu sans laisser de traces et qu'ils n'ont pas traversé la frontière. Elle donne l'ordre à ses hommes de détruire les lieux pour chercher des preuves. Henriette est sûre qu'ils ne trouveront rien, mais le capitaine est sûr qu'elle trouvera quelque chose dans la forêt elfique puisque la noble dame y va souvent, cela la laisse un peu secouée. Pendant ce temps, Oswald s'est infiltré dans les bois avec l'aide de Philippe et cherche à semer le trouble. Percival les rejoint et se rend vite compte de la situation lorsqu'il aperçoit le jeune garçon et le membre des Chevaliers Noirs. Il se souvient qu'Henriette l'a mis en garde contre l'unité qui a le pouvoir d'imposer une punition à vue. Le régent essaie d'être diplomate en se présentant avant de demander aux chevaliers ce qu'il veut sur leur territoire. Oswald les accuse d'héberger un criminel,
mais Percival lui assure qu'il se trompe. Le chevalier noir ne veut pas entendre ses excuses car il a déjà pris sa décision, il demande au régent de faire sortir son suspect et ouvre la porte à l'agression pour faire passer son message. Les enfants démons arrivent au pire moment possible pour donner des fruits aux nouveaux venus car ils sont inconscients du danger. Oswald regarde les enfants de plus près et se rend compte que ce sont des démons, il ne se soucie plus du criminel et libère ses compétences et provoque une énorme explosion. Noël le ressent à travers une vision et vérifie les pierres spirituelles qu'ils lui ont données pour confirmer que les enfants démons sont en danger. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'un chevalier loup noir attaque, Noël et Mylène se précipitent pour l'aider. Alan a un flashback sur la façon dont son aide n'a pas été appréciée dans sa vie antérieure. À l'époque, il se serait également précipité pour aider sans hésitation, mais le SSPT lui fait réfléchir à 2 fois. Un appel de Lise le fait sortir de là et le pousse à aller aider. De retour à la bataille, Percival a réussi à bloquer l'attaque. Le chevalier reconnaît sa force mais il tient absolument à éliminer le démon lorsque le régent tente de demander grâce. Percival ordonne aux enfants de se mettre en sécurité juste avant qu'Oswald ne franchisse la barrière, l'explosion envoie le régent s'envoler, l'envahisseur ne voit plus l'elfe comme un concurrent alors il tourne son attention vers les démons. Philippe fait obstacle, mais Oswald est prêt à l'abattre, Noël intervient en lançant un marteau sur la tête du chevalier. Elle exige qu'il quitte la forêt immédiatement. Mylène sent les attaques arriver et les esquive tout en traînant le forgeron, cela donne à Percival le temps de récupérer et d'attaquer mais c'est à nouveau annulé. Alan arrive juste au moment où le coup final est sur le point d'atterrir, le noble banni utilise ses pouvoirs oculaires pour voir le fusible d'Oswald et le coupe avant que l'explosion puisse être déclenchée. Le chevalier perd son sang-froid, le laissant grand ouvert pour être assommé par Alan, Lise guérit les enfants qui se remettent immédiatement à jouer. Les invités sont sûrs qu'Henriette sera bouleversée si elle apprend cela, ils sont surpris de la voir calme à son arrivée. Elle les informe qu'elle s'occupera de l'incident et révèle que les blocus ont été levés afin qu'ils puissent retourner dans leur royaume. Alan est un peu méfiant, mais il n'agit pas, Noël veut voyager un peu plus pour se retrouver avant de revenir, alors elle part avec la fête pendant qu'ils disent au revoir aux lutins. Il est révélé plus tard qu'Henriette a conclu un accord avec Lisette pour qu'elle soit accusée de l'assassinat de l'empereur en échange du retour du groupe dans le royaume. La dame est menottée et emmenée. Alan et son groupe rassemblent les fournitures nécessaires pour le voyage de retour. Noël est un peu frustrée car elle voulait voir plus de forges. Elle a l'intention de passer un mois entier la prochaine fois à explorer et à observer les artisans nains et leurs compétences. Alan remarque que Lise est distant et demande s'il y a un problème. L'ancienne princesse exprime sa tristesse qu'il n'ait pas pu dire un merci décent et adieu à Henriette étant donné son hospitalité. Alan ne pense pas qu'elle s'inquiète de ce genre de choses. Il lui suggère d'exprimer sa gratitude la prochaine fois qu'ils se reverront. Au moment où ils se préparent à partir, Curtis s'arrête et leur demande de l'aider à sauver sa sœur. Le groupe est un peu confus car ils ne savent pas qui il est. Alan est un peu en conflit car il quitte l'Empire car ils ne veulent plus avoir de problème. L'elfe a l'impression qu'il devrait au moins l'écouter, car cela pourrait être quelque chose dont on peut facilement s'occuper. Curtis se présente et son nom de famille, Lindqvist, attire leur attention car c'est le nom de famille d'Henriette. Le garçon les supplie de la sauver, il se dirige directement vers une taverne pour discuter davantage. Il révèle comment elle a été détenue par les chevaliers loups noirs pour le crime d'assassinat de l'empereur. Tout le monde est choqué d'entendre cela, la dame est actuellement emmenée dans la capitale pour y être condamnée. Le garçon est sûr que ces accusations sont fausses, Noël est convaincu qu'ils peuvent prouver son innocence, mais Curtis est certain que leurs efforts ne seront que réprimés. Henriette est boudée par certaines factions royales et nobles, Lise est stupéfait d'entendre cela étant donné à quel point la dame est gentille et intelligente. Curtis est certain que c'est exactement la raison pour laquelle Henriette est trop brillante, ce qui lui a valu l'envie et le ressentiment de certaines personnes. Elle a rejeté sans réserve les idées et les principes de l'Empire. Alan n'est pas surpris que sa grande bouche contrarie beaucoup de gens, Curtis est sûr que c'est l'œuvre de quelqu'un qui la déteste, et il ne peut rien faire avec son niveau de pouvoir. Alan est sûr qu'il doit y avoir d'autres amis et parents qui pourraient offrir de l'aide. Curtis révèle comment lui et sa sœur sont isolés dans la famille Lindqvist. Lise se souvient qu'Henriette avait déclaré qu'elle était la seule enfant. Alan, pour une raison étrange, veut prendre le temps de réfléchir à sauver la dame qu'il a connue toute sa vie. Lise et les dames le rejoignent plus tard pour discuter de leurs inquiétudes concernant Curtis. Ils réfléchissent à la façon dont il est arrivé juste au moment où ils étaient sur le point de quitter la ville avec une demande qu'ils ne peuvent pas ignorer. Alan n'est pas sûr du mobile du gars, mais il le trouve méfiant. La dame n'a jamais parlé d'un frère et ils ne l'ont pas rencontré depuis leur arrivée. Alan a utilisé ses yeux divins et a confirmé qu'Henriette avait été enlevée par les chevaliers loups noirs. Elle est en route vers la capitale impériale sous haute surveillance, ce qui lui donne une certaine crédibilité, donc Alan pense qu'il devrait la suivre et décider quand plus de détails seront révélés. Lise craint que ce ne soit un piège, mais Alan est confiant dans sa capacité à s'y retrouver. Pendant ce temps, Henriette se plaint de la servitude à la mer dans laquelle ils l'ont mise et rappelle à Lisette qu'elle est la fille d'un marquis. Le capitaine explique que c'est du protocole donc il ne faut pas le prendre personnellement,
il y a aussi le fait qu'il y a une inconnue chez Henriette qui met tout le monde mal à l'aise. Lisette est sûre que sa tête roulerait si elle laissait s'échapper un prisonnier de son calibre, la dame espère juste que le capitaine tiendra sa promesse de laisser partir Alan et son groupe. Elle devient sérieuse et prévient Lisette qu'elle connaîtra sa disparition si quelque chose arrive à ses amis. Entre-temps, Alan et les filles rencontrent Curtis pour l'aider à sauver Henriette. Le noble est si heureux de voir qu'ils sont venus et présente son garde qui fait également office de cocher. Il leur assure que le gars est digne de confiance, donc ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Curtis insiste pour qu'il voyage dans son Cendrillon. Je suis une fille Barbie dans un monde Barbie qui ressemble à un entraîneur de cul. Les dames essaient de cacher le fait qu'elles sont perturbées, mais Alan sort et demande à Curtis s'il est vraiment le frère cadet d'Henriette. Il veut également une explication sur la façon dont le gars savait qu'ils étaient amis avec elle. Le noble ne leur reproche pas de se méfier de lui. Il se révèle être issu de la branche familiale Lindqvist, Henriette qui est originaire de la maison principale et sa cousine. Elle est comme une sœur pour lui depuis qu'ils sont plus jeunes, c'est un perdant inutile sans talent ni capacité particulière, donc il a été ridiculisé pour avoir pris du retard sur les autres. Henriette est la seule à lui tendre la main, il se rapproche, mais ses parents ne veulent pas qu'ils se connaissent. Il n'avait pas d'autre choix que de la regarder de loin, il regardait quand le groupe l'a rencontrée et la vit également se faire prendre par les chevaliers loups noirs. Il se qualifie de lâche pour ne pas les arrêter parce qu'il craignait pour sa vie. Lise le réconforte après avoir entendu son histoire. Les autres s'excusent de le soupçonner, il comprend que son comportement a conduit à cela. Curtis veut savoir quelle est la relation d'Alan avec Henriette car il semble qu'ils s'entendent si bien. Il dit simplement qu'ils sont amis, les dames appellent Cap parce que les deux semblaient être parfaitement synchronisés comme s'ils se connaissaient depuis des décennies. Mylène se demande même s'ils sont mariés, Lise meurt presque en entendant cela et commence à attaquer Alan pour sa trahison non vérifiée. Cette nuit-là, le convoi transportant Henriette installe son camp et la dame demande au capitaine ce qui est arrivé à Oswald pour son attaque illégale dans la forêt. Lisette hésite à parler des affaires de l'unité mais révèle que le gars a obtenu une grâce puisqu'il a atteint son objectif principal. La dame peut voir que l'Empire est plein de gens qui profitent du fait qu'elle soit transformée en assassin. Le capitaine commente le nombre d'ennemis qu'Henriette s'est fait, donc cela allait forcément arriver. La dame est contente si Alan va bien, elle est également ravie d'avoir pu le voir après un long moment. Le groupe arrive à la ville suivante et découvre que les chevaliers loups noirs ont fermé la porte, empêchant quiconque de se rendre dans la capitale. Curtis a l'impression qu'il est responsable d'avoir suggéré qu'ils s'arrêtent en ville, Alan souligne le fait qu'ils ont dû se réapprovisionner. Le garçon s'inquiète pour sa sœur et l'ancienne princesse le prévient de ne pas penser négativement, l'elfe se demande pourquoi ils ont soudainement fermé les lieux. Ils espèrent juste que ce n'est pas à cause d'eux, Alan leur suggère d'obtenir des informations auprès de la guilde des aventuriers, Curtis supplie Noël et Mylène d'attendre avec lui car ils attireront trop l'attention. Pendant que les deux autres enquêtent, ils vont s'installer dans leur logement, mais les filles trouvent étrange que le garde n'enlève jamais son armure. Curtis explique que le gars est timide, il leur assure également que le logement dans lequel il loge est sûr. En attendant, Lise est ravie de partir seule avec Alan mais essaie de minimiser cela. Ils arrivent au hall de la guilde où les aventuriers sont ennuyés car ils ne peuvent pas partir travailler. Alan est incapable de trouver des informations sur un autre moyen de quitter la ville. Lise a également essayé d'écouter la conversation autour d'elle. Elle a appris que les chevaliers loups noirs recherchent un groupe de 6 personnes qui ont quitté Loru, qui se trouve être l'endroit d'où ils sont également partis, cela confirme qu'ils les recherchent. Un chevalier arrive juste au moment où ils sont sur le point de partir, il demande des informations sur les suspects et offre de l'argent pour tout indice. Un aventurier les désigne du doigt mais ils se sont déjà enfuis dans les rues, le chevalier s'enfuit et les poursuit. Il est obligé de s'arrêter lorsqu'il blesse un enfant. Alan et Lise planifient leur prochain mouvement lorsqu'une explosion venant de la direction de leur logement les incite à s'y rendre. Ils arrivent à la rencontre du bâtiment détruit et d'Oswald tenant Noël et Mylène inconsciente. La pomme pourrie veut se venger du L qu'il a pris dans la forêt elfique. Lise est horrifiée par la scène et remarque que Curtis est piégé par les débris, elle est empêchée de se précipiter pour aider. Oswald déclare que c'est une scène prête pour lui et Alan de se montrer, il remarque à quel point le noble banni est calme compte tenu de la situation. Le chevalier se demande même si Alan se soucie des captifs et tente d'obtenir une réaction de sa part en écrasant Mylène. L'ancien héros demande simplement si Oswald sera capable de les étrangler avant que sa tête ne roule, le chevalier prend cela comme un défi et se prépare à étouffer l'Amazonie mais ses bras sont rapidement retirés par Alan. Il laisse tomber Noël et Mylène alors qu'ils tombent au sol à l'agonie, Alan ordonne froidement à Oswald de se taire et de répondre à quelques questions. Les cris du chevalier aux dents de requin se transforment en rire alors qu'il révèle qu'il savait qu'il n'avait aucune chance contre Alan. Cela incite le garçon à utiliser ses yeux divins pour voir qu'Oswald a connecté sa charge à tout le monde dans la région. Il suffit de voir le désespoir sur le visage d'Alan, alors le méchant chevalier le met au défi de couper les fusibles comme il l'a fait dans la forêt elfique.
Oswald est convaincu que d'autres civils iront dans l'au-delà pendant qu'il sauve ses compagnons, il doit donc choisir entre les deux. Alan se souvient avoir été traité comme un monstre même après avoir sauvé un jeune garçon des démons dans sa vie antérieure, cela lui rappelle qu'il n'est pas le héros de ce monde et qu'il n'a donc aucune obligation de sauver des gens qu'il ne connaît pas sauvages. Il joue avec l'idée de ne sauver que ses compagnons. Oswald claque des doigts comme Thanos mais Alan active son œil divin qui ralentit le temps lui permettant de couper rapidement tous les fusibles avant qu'ils n'explosent. Il a même le temps de sauver un enfant et sa sœur d'être écrasés par des décombres. Les légendes disent qu'il a même eu le temps de retrouver la pièce et de la cacher à nouveau. Liz s'était déjà livrée à son sort et s'étonne qu'elle soit encore en vie. Oswald est abasourdi et claque des doigts, mais rien ne se passe. Alan pointe son épée sur lui pour lui demander s'il a un dernier mot, mais la vice-capitaine Celia intervient. Elle comprend sa colère car détruire la ville et blesser ses habitants est impardonnable. Il est logique qu'Oswald soit puni, mais comme il est membre des Chevaliers Loup Noir, ce devoir leur appartient. Alan ne pense pas que peu importe qui inflige la punition tant que c'est fait. La vice-capitaine ne veut pas aggraver la situation et jure en son nom qu'elle veillera à ce qu'Oswald soit puni pour ses crimes. Alan la croit sur parole et rétracte sa lame. Les membres blessés du groupe sont déplacés vers un endroit sûr où ils font soigner leurs blessures et sont autorisés à se reposer. Liz révèle également que la ville n'est plus verrouillée et qu'ils peuvent donc partir vers la capitale impériale le lendemain. Bien qu'elle remarque que quelque chose dérange Alan, il se demande pourquoi les chevaliers loups noirs qui les ciblaient se retireraient si facilement. Cela ne lui convient pas, l'ancienne princesse devine qu'il devait chercher quelqu'un d'autre. Mais elle se demande qui pourrait bien être celui qui donne ses ordres aux chevaliers depuis que l'empereur a été assassiné. Alan devine que ce doit être quelqu'un qui veut voir le pouvoir de l'empereur maintenu. Cette nuit-là, Celia rapporte à Lisette que l'unité a été retirée avec succès de la ville, mais elle se demande pourquoi le blocus a été levé alors qu'ils n'ont pas encore localisé leur cible. Le capitaine lui dit simplement que tout ce qu'elle a besoin de savoir c'est que c'était l'idée de leur patron. Le vice-capitaine s'excuse pour son insolence. Elle demande la permission de punir un membre et le capitaine devine que c'est Oswald. Celia est sûre qu'il connaîtra sa disparition à cause de ses blessures et souhaite le sortir de sa misère. Lisette l'informe que leur chef s'occupera de son cas personnellement. Une puissance obscure émerge soudainement et engloutit Oswald. Pendant ce temps, Henriette arrive dans la capitale et on lui montre la chambre où elle va loger. La dame se plaint du caractère morne de la pièce, mais le capitaine est sûr qu'elle est meilleure que les meilleurs donjons. Henriette demande quelques livres à lire pour élever son ennui. Pendant cet intervalle, le groupe atteint également la capitale, mais il reste caché et observe la porte principale. Le groupe constate qu'il faut un titre de voyage pour entrer. Cette mesure de sécurité est logique compte tenu de la situation. Les Curie pourraient entrer sans problème, mais les autres auront un problème. Par exemple, les elfes et les amazones sont rares donc ils attireront l'attention. Liz est l'ancienne princesse d'un royaume voisin et Alan est un vagabond sans racines non identifié. Il n'y a aucun moyen qu'ils obtiennent des permis de voyage. Mylène suggère qu'ils marchent simplement en utilisant le pouvoir d'Alan, mais cela est rapidement rejeté. Liz propose de creuser un tunnel et de contourner le mur, mais on lui dit que les gardes les attraperont. Cela amène Curie à rappeler que la capitale impériale possède des tunnels secrets. Seuls quelques privilégiés affiliés à la famille impériale le savent. Ils étaient destinés aux urgences, mais ils sont peu utilisés. Le groupe décide d'utiliser les catacombes pendant que Curie entre officiellement par la porte d'entrée. Le groupe est obligé de se cacher lorsqu'il rencontre une patrouille de chevaliers noirs dans les tunnels. Mylène devient un peu étourdie à cause de l'utilisation de ses pouvoirs. Ils espèrent que cela ne signifie pas que Curie a été capturé. Alan est sûr que les chevaliers les recherchent quoi qu'il en soit. Ceci est confirmé lorsque Lisette les affronte malgré que Mylène utilise son camouflage. Le capitaine permet aux dames de s'échapper puisqu'Alan est sa cible. Le noble banni ne pense pas pouvoir repousser Lisette tout en les protégeant, alors il leur dit d'aller de l'avant. Les deux s'affrontent intensément mais le capitaine se montre un peu réservé alors que les menaces d'Henriette lui viennent à l'esprit. Leur duel tourne court lorsque les tunnels s'effondrent mais ils sont sûrs que cela a été fait intentionnellement. Les filles parviennent à retrouver Curie et il est surpris d'apprendre qu'elles ont été prises en embuscade par le chevalier. Leur conversation est interrompue lorsque l'effondrement du tunnel attire leur attention. Les dames regardent avec inquiétude depuis qu'Alan est là. Curie fait un sourire narquois. Il est effacé de son visage quand Alan se présente bien. Les filles sont heureuses de le voir mais ils remarquent que Curie a l'air d'avoir vu un fantôme. Le roux lui assure qu'il est content d'être en sécurité. Alan passe sous silence et veut juste savoir si le noble garçon a un plan. Curie avoue qu'il n'en a pas mais il est sûr qu'ils trouveront une solution le lendemain et qu'il devrait donc se reposer. Alan s'excuse pour aller vérifier quelque chose. Il apparaît dans la chambre d'Henriette pour voir comment elle va. Elle est surprise au début mais elle l'informe qu'au pire elle sera déchue de son grade et exilée.
Les plus hauts gradés voudraient résoudre le problème aussi discrètement que possible. Elle taquine ensuite Alan parce qu'il tient à elle avant de lui dire de partir. Il respecte ses souhaits et s'excuse. Le lendemain le groupe se réunit et Curie révèle qu'Henriette est soupçonnée de connivence avec le royaume d'Adoastella pour assassiner l'empereur. Si Lise est vue publiquement en train de la sauver, cela confirmera cette association, cela déclenchera une guerre entre les deux nations. Pour éviter cela, Curie leur conseille de quitter l'Empire et leur promet qu'il sauvera Henriette. Alan leur donne l'ordre de partir. Plus tard Henriette est conduite dans une cellule où elle est confrontée à Curie qui émerge des ténèbres. La dame est choquée de le voir alors qu'il laisse échapper un rire diabolique. Il est révélé qu'il ne fait pas partie de la famille Lindqvist mais plutôt du clan Victor. Henriette a une montagne de questions à poser à Curie, mais elle veut savoir pour qui il travaille. Il est un peu offensé par son hypothèse et révèle qu'il est le maître d'œuvre derrière tout cela. La dame a du mal à croire étant donné à quel point le gars est paresseux et incompétent. Il montre à quel point il a changé en montrant le pouvoir qui indique qu'il a l'autorité de commander les chevaliers loups noirs. Elle est un peu confuse au début puisque cela est passé par la famille impériale, mais la noble dame comprend vite qu'il les a tous éliminés pour y parvenir. Il nie en affirmant qu'il les a fait fuir en les menaçant. Henriette exige qu'on lui explique pourquoi il lui a imputé l'assassinat. Curie avoue que c'était le seul moyen de réaliser son souhait. Il lui tend la main dans l'espoir qu'elle l'aidera à devenir l'empereur légitime. Dans l'état actuel des choses, personne ne le reconnaîtra puisque sa mère était paysanne et qu'il est le fils de la branche. Il peut gagner en légitimité s'il se marie dans la maison de Lindqvist. Henriette rejette son idée stupide et le réprimande pour son ambition cliché et insensée. Curie essaie de la convaincre en proposant comment il pourrait se venger de tous ceux qui l'ont persécuté lorsqu'ils deviendront le couple royal. Elle lui fait comprendre qu'elle n'est pas intéressée par la vengeance et l'informe qu'elle va se coucher. Curie est blessé par ses paroles mais il est prêt à attendre sa réponse. Il croise Lisette alors qu'il quitte la cellule et est heureux de voir qu'elle a survécu à l'effondrement du tunnel. La capitaine s'excuse de ne pas avoir pu éliminer Alan. Son patron lui assure de ne pas s'inquiéter car le type a quitté l'Empire. Pendant cet intérim, le groupe est sur le chemin du retour vers leur royaume, mais Noël n'est pas à l'aise de partir sans aider Henriette. Lise ressent également la même chose, mais elle fait confiance au jugement d'Alan et à la capacité d'Henriette à gérer la situation. Il veut détendre un peu l'ambiance et leur propose de faire une pause l'après-midi. Il demande au cocher de trouver un bon endroit où ils pourront se détendre un peu. Lisette apporte plus tard à Henriette le livre des contes de héros qu'elle lisait et s'excuse pour son changement d'environnement. Dès le départ du capitaine, on découvre qu'Henriette adore les contes héroïques depuis qu'elle est l'une des disciples du dieu. Elle a vu d'innombrables héros aider les gens sans demander de récompense. Leurs inévitables fins tragiques la perturbaient toujours. Pour éviter que cela ne se produise, elle a travaillé dur pour guider Alan à travers ses épreuves et tribulations. Cependant, cela n'a rien changé car Alan a également connu sa disparition, donc cela ne la dérange pas de se sacrifier dans cette vie pour qu'Alan puisse enfin vivre en paix. Curie revient plus tard pour entendre la réponse d'Henriette mais elle le rejette à nouveau. Le garçon est inquiet car elle sera exécutée si elle ne l'accepte pas. La dame est un peu confuse face à son inquiétude puisqu'il est le cerveau derrière ce plan insensé. Cela ne la dérange pas de perdre la vie et leur demande même d'apporter le nœud coulant. Curie en a assez de son entêtement et menace donc d'envoyer des assassins pour éliminer Alan. La dame est convaincue qu'il n'y a personne qui soit capable d'un tel exploit. Curie porte son attention sur la forêt elfique en déclarant qu'il la brûlera, mais elle promet de s'auto-supprimer avant qu'il ne tente de le faire. Ce qui n'est pas cool du tout. Leroux est frustré et lui donne un rapide 1-2. Il décroche quelques coups de pied avant de se rendre compte de son terrible comportement et s'excuse avant de s'enfuir. Il détruit sa chambre, agacé de savoir pourquoi les choses ne vont pas bien pour lui. Un brouillard sombre l'envahit et lui donne une sinistre idée. Pendant ce temps, Alan et les autres arrivent dans une ville pour se réapprovisionner. Il envoie Noël et Mylène faire une course lui permettant de parler franchement avec Lise. L'ancienne princesse exprime son désir d'aider Henriette malgré ce que cela pourrait donner. Leur chauffeur rétorque qu'il n'est pas nécessaire d'être rationnel pour sauver quelqu'un. Curie revient plus tard voir la dame et demande avec un peu plus de force qu'elle dirige l'Empire avec lui. Elle le rejette à nouveau, l'incitant à exploiter ses pouvoirs démoniaques pour l'attaquer. Alan entre en prise et intervient. Curie a l'impression qu'il aurait pu partir tranquillement. Il se tourne vers le chauffeur alors qu'il la reconnaît. Il se révèle être Célia qui est la vice-capitaine des Chevaliers Loups Noirs. Honnêtement, je ne connais pas l'intérêt de cette révélation, mais nous continuerons ce naufrage. Curie la traite de traître, mais elle lui rappelle qu'elle sert l'Empire Victor. Ses actions qui ont causé du tort aux citoyens l'ont disqualifié d'être un dirigeant digne. Les choses reviennent en arrière pour montrer comment Curie a exprimé son souhait d'être avec Henriette à un démon. La créature maléfique a éliminé l'empereur en déclarant que c'était un sacrifice nécessaire pour exaucer son souhait.
On a dit à l'imbécile inutile que s'il devenait empereur alors Henriette serait à lui, le démon lui a aussi offert du pouvoir qu'il a pris en attaquant la créature, cela lui a permis de le posséder. Actuellement, Curie laisse échapper une vague d'énergie qui fait exploser les lieux, il attaque alors Celia et Alan qui se défendent. Le noble banni esquive une attaque mais celle-ci touche le vice-capitaine, l'envoyant voler. Elle survit mais est incapable de poursuivre le combat. Alan n'arrive pas à croire qu'Henriette n'a toujours pas compris que Curie fait tout cela pour gagner son cœur. L'ancien héros coupe la tête rousse et essaie de lui faire admettre qu'il fait tout ça pour elle. Elle l'informe gentiment qu'elle ne peut pas lui rendre l'appareil alors qu'il pleure. Curie arrête l'acte quand Henriette se rapproche, lui permettant de l'attraper. Il blâme Alan pour sa froideur envers lui et promet d'en finir avec le garçon. Il perd le contrôle de son pouvoir et se transforme en une chose terrible. C'est plus dérangeant en raison de l'horrible animation. Il coince Alan et Celia avec une attaque, mais Lisette arrête son assaut avec une coupe rapide. Elle révèle qu'elle doit une faveur à Alan pour qu'il l'ait sauvée. Curie s'abandonne complètement aux ténèbres et se transforme en monstre à part entière. Alan ne se retient pas et l'achève avec son talent ultime. Il entre dans le monde intérieur de Curie où le gars reconnaît le pouvoir d'Alan et admet qu'il aurait conquis le monde s'il avait eu de telles capacités. Alan indique clairement que son intention est de vivre une vie sans stress. Curie disparaît alors que leur conversation touche à sa fin. Henriette commence par le remercier de l'avoir sauvé, mais elle commence rapidement à le reprocher d'être venu lorsqu'elle l'a renvoyé. Lisette met fin à leur petit moment de baffe pour leur dire de s'échapper avant qu'ils ne se fassent prendre. Le capitaine a fait croire qu'Henriette avait été exécutée, ce qui a mis fin à la famille Lindqvist. Elle quitte l'Empire avec Alan et son groupe. Ils s'arrêtent sur le territoire de Lise où ils se détendent ensemble. Henriette a l'impression qu'Alan n'est pas seulement son héros mais le héros de tous. Cela met fin à la saison. Où sont les hommes en noir quand vous en avez besoin pour qu'ils puissent effacer ce terrible anime de mon esprit?